Hey, salut à tous et à toutes, c'est The Boy in the Bedroom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, moi, ça va plutôt pas mal. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler du second film Inside Out, donc Vice Versa 2 en français. Bon, on s'en bat un peu les couilles. Donc, contrairement au premier film, il n'est pas du tout réalisé par Pete Docter, ou Doctor, je sais plus comment il s'appelle, Pete Docter, je crois que c'est, qui avait réalisé donc le premier Inside Out, qui avait réalisé Monstres et compagnie, et pas mal d'autres films, notamment, je crois qu'il ne le réalise pas parce qu'en fait, il me semble qu'il est devenu directeur ou en tout cas il a upgradé, en tout cas, enfin il a monté en grade chez Pixar, donc ce qui explique un petit peu. Je sais qu'il est producteur du film, mais ce qui explique voilà le fait qu'il ne soit pas à la réalisation de ce dernier, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je trouve que ça se ressent beaucoup, parce que le mec qui a pris les rênes du coup de ce second film, je sais plus comment il s'appelle, Kane quelque chose, je crois qu'il s'appelle comme ça, et en fait c'est un mec qui avait réalisé, il me semble, des courts métrages avant, voilà, Kessleman, c'est son premier long métrage chez Pixar, mais il avait réalisé, je crois, d'autres courts métrages, etc. Donc bon, mais je connais pas du tout ce type, voilà. Bon, je suis pas un pro non plus de. Ouais, voilà, il avait réalisé des courts métrages de. Attendez, je vois qu'il a réalisé Le Voyage d'Arlo, mais non, c'est pas lui. Donc bon, bref. Mais voilà, il avait réalisé un court métrage sur Monstres et compagnie, etc. Donc bon. Après, je connais pas beaucoup Pete Doctor, mais en tout cas, je sais que ces films sont quand même bien appréciés du grand public de Pixar. Et je dis notamment ça parce que je trouve que bon, pour faire un avis très bref et ensuite avant d'entrer dans les détails, je trouve que ce film, Inside Out 2, est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que son prédécesseur. J'ai regardé un petit peu, il y a des critiques, voilà, il y a des gens qui disent qu'ils aiment, il y a des gens qui disent qu'ils trouvent ça moins bien, etc. Moi, je fais clairement partie de la team qui aime beaucoup moins le film. Je trouve que bon, on va y revenir plus tard, mais donc je pense que voilà, notamment la baisse de qualité par rapport au premier film est sans doute due déjà au départ de Pete Docter, sachant qu'en fait, le film Inside Out, il faut savoir que, il me semble que c'était scénarisé aussi par Pete Docter, mais en tout cas, Pete Docter avait eu l'idée de ce film-là, notamment parce que je crois qu'il est père, il a une fille, etc. Et en fait, il a basé l'histoire par rapport à une de ses filles. Donc c'était clairement, il y avait clairement un délire artistique derrière, donc ça venait clairement d'un sentiment, enfin, comment dire, c'était une histoire qui était personnelle pour le réalisateur. Et donc je pense que ça s'est ressenti beaucoup dans le travail qui a été fourni derrière. Alors que là, en fait, je trouve que, bon, vous allez voir, typiquement, c'est un film qui essaye de se jouer, enfin, qui essaye d'être très safe dans sa manière d'aborder des nouveautés, qui ne deviennent pas du tout des nouveautés d'ailleurs. Mais c'est un film qui est très safe et qui copie énormément Inside Out 1, premier du nom, mais qui ne réinvente rien. Mais encore une fois, parce que c'est un peu son parti pris, enfin non, c'est l'inverse d'un parti pris, vu qu'il recopie vachement son prédécesseur. Et en fait, je trouve que le problème, c'est qu'il recopie, mais qu'il fait les choses de manière voilà, c'est sentiment parlant, c'est plat comme film. Je trouve que c'est sans âme en fait. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on a pris un dessin. C'est comme si, voilà, moi j'étais un enfant de 8 ans et que je voulais dessiner Riley de Inside Out 1 et que du coup je prenais une photo de Riley, que je l'imprimais et que j'essayais ensuite de faire un dessin de Riley en décalquant à travers la fenêtre. Sauf que le rendu est tout dégueulasse. Au fond, c'est les mêmes traits, mais en fait, je le fais sans, je le fais juste en recopiant, voilà, il n'y a, pas- y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas forcément, il y a pas de sentiment derrière, il n'y a pas de. Surtout, le problème de ce film, je trouve, c'est qu'il raconte pas grand chose. Notamment parce que je vais revenir plus tard dans la critique, mais je trouve que le premier Inside Out raconte tout ce que ce Inside Out-là a voulu raconter. Parce que le premier Inside Out, au fond, enfin, là où j'ai vraiment un problème par rapport à ce film, c'est que déjà, pour commencer, je voyais où est-ce qu'ils voulaient aller, mais en même temps, je trouve que déjà, ils ont, bon, entre guillemets, déjà, je voyais pas forcément l'intérêt de faire un second film. C'est-à-dire que, en fait, lorsque les trailers sont sortis, etc., et qu'ils disaient qu'ils allaient faire le film sur une Riley adolescente, etc., et tout, moi, je m'imaginais une Riley dans les 16-17 ans, voire 18 ans, quoi. Enfin, vraiment une ado, quoi. Pas une pré-ado, parce qu'en soi, je sais plus quel âge elle avait, Riley, dans le premier film, je crois qu'elle avait 11 ans, quelque chose comme ça. Mais je m'attendais quand même à un sacré bon, quoi. Pas juste de 11 à 13. Pour moi, déjà, voilà, le changement de temporalité, déjà, enfin, n'était pas assez grand, je trouve, parce que j'aurais trouvé ça peut-être plus. Bon, après, c'est peut-être trop grand comme gap, mais c'est sans doute dû au fait aussi qu'ils veulent faire des suites. Vu comment a marché Inside Out 2, c'est sûr qu'ils vont faire une suite à ce film-là. Donc voilà, peut-être qu'ils ont anticipé le fait qu'ils voulaient faire Inside Out 3, Inside Out 4, et donc en fait qu'ils voulaient creuser vraiment de l'enfance à la préadolescence, à l'adolescence, à l'âge, on va dire, préadulte, etc. Enfin bon, bref. Mais donc c'est peut-être pour ça que le gap est léger, mais déjà je trouvais ça assez étrange. Je me disais, ah, tiens, on parle d'adolescence, mais finalement on parle de préadolescence à 13 ans. Donc pour moi à 13 ans, on est toujours un enfant, on n'est pas forcément adolescent. Donc
moi, la différence entre 11 et 13 ans, déjà, n'était pas forcément très bien amenée pour traiter de l'adolescence. Mais surtout, ce que je trouvais vraiment bizarre, c'est qu'ensuite, dès qu'il y a eu anxiété dans le film, notamment dans les trailers, je vais revenir sur anxiété parce que c'est un des plus grands problèmes du film. C'est vraiment un des plus grands. Enfin, pour moi, le film a plein de problèmes, mais c'est le plus gros problème du film. Vous allez voir pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à anxiété, c'est que moi, enfin, je trouvais ça intéressant quelque part d'expliciter du coup l'anxiété d'un personnage. Et donc, ça, c'est une émotion que tous les adolescents ressentent dans leur vie, surtout en particulier aujourd'hui avec Internet, avec notamment avec le Covid aussi, etc. Il y a une tous les adolescents, ça a été vu par Hugo Décrypte, etc., mais tous les adolescents de 18 à 25 ans sont beaucoup plus sensibles à être dépressifs, etc., enfin, sont tombés plus dans de dépression, etc. Enfin bref, il y a un peu enfin, la Gen Z de manière générale, je fais partie de la Gen Z aussi, donc je me sens un peu concerné, mais la Gen Z de manière générale se sent un petit peu perdue, se sent un peu paumée, se sent anxieuse par rapport au futur, et donc pour moi, je trouvais ça très intéressant de traiter ça à travers anxiété. Donc pour moi, quand j'ai vu les trailers et qu'ils disaient oh putain, il y a anxiété dedans, enfin c'était la première émotion qu'on nous a présentée dans les trailers, qu'on nous a dévoilé, je me disais, ah putain, anxiété, c'est sûr que ça va dérouler sur une dépression, etc., etc. Et cetera. Et donc, en fait, après, enfin, il faut savoir que Inside Out 1, je l'avais vu, alors je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, après les trailers d'Inside Out 2, j'ai re-regardé Inside Out 1 que j'ai adoré. Vraiment, c'est un très 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 bon film. Je le conseille fortement. C'est très très bien comme film. Un des meilleurs Pixar, je trouve. Moi, j'ai jamais été un gros fan de Pixar, même si je trouve que leurs films sont très bons, hein, Toy Story, etc. Mais je suis pas fan du studio de manière générale, un peu comme Disney d'ailleurs, mais surtout que voilà, on sait tous et toutes que la qualité des studios Pixar, enfin ouais, la qualité des films des studios Pixar ont baissé, notamment notamment dès que Disney a fourré son nez dedans, mais surtout ces dernières années, ils font pas mal de flops, etc. De toute façon, enfin, sans parler des flops, parce que les flops, c'est des, comment dire, c'est des déceptions non pas critiques, mais c'est des déceptions au niveau industriel. Voilà, ça n'a aucun rapport avec la qualité d'un film, le box-office, ou les gains qu'il fait, etc. Ça n'a aucun rapport. Même si on pourrait en faire un, on pourrait se dire ah oui tiens le film est trop bien donc les gens vont le voir, mais des fois le bouche à oreille ne fonctionne pas comme ça et puis les gens n'ont pas forcément les mêmes sensibilités concernant leur goût en film, c'est logique quoi. Donc bon, bref, tout ça pour dire que j'avais adoré Inside Out 1 et ce que je trouvais bizarre après avoir vu Inside Out 1, c'est qu'en fait je me dis attends, si dans Inside Out 2 ils vont parler d'anxiété et donc potentiellement de la dépression ou de ce genre de choses ou des problèmes mentaux un petit peu plus graves qu'on peut rencontrer en tant qu'adolescent, je me suis dit mais attendez, mais en fait c'est déjà ce dont parle le premier film en fait. Le film, le premier Inside Out en fait dépeint un espèce de mental breakdown chez Riley qui en fait a un changement dans sa vie qui est assez drastique. Ici c'est le déménagement, c'est le point de départ, c'est le point de départ du film, c'est l'élément déclencheur du film qui va déclencher toute la dérégulation, comment on pourrait dire, pas la dérégulation, ça se dit pas, mais tout le dérèglement dans le cerveau de Riley et dans ses émotions, parce que du coup, ce qui fait que, entre guillemets, tristesse prend le lead par rapport à joie, et en fait, joie et tristesse sont exclus du cerveau, enfin du on appelle ça je sais plus comment ça s'appelle, le cortex cérébral, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, bon bref, le centre de contrôle des émotions, là, leur fameux QG. En gros, elles sont exclues du QG, et entre guillemets, c'est ce qui perturbe les émotions de Riley, qui se retrouve à être guidé par seulement peur, dégoût et colère. Et donc, comme il n'y a plus joie, elle commence à devenir beaucoup plus triste en fait. Et donc en fait, on dépeint à travers ce film finalement un personnage qui devient de plus en plus triste, notamment parce qu'elle déménage, notamment parce qu'elle a plus d'amis, notamment parce qu'elle se sent seule, notamment parce que elle a l'impression que ses parents la délaissent un petit peu. Enfin bref, en fait, sa vie est en train de changer, donc elle est perturbée par ce changement. Et en fait, pour moi, tout le début du film, enfin, enfin, non, scénaristiquement, narrativement, ce que représente ce déménagement et tous les changements qu'il représente, enfin, que ce déménagement a engendré, pour moi, représente simplement le changement de l'adolescence, du fait de grandir. C'est pas pour rien qu'au début du film, en fait, on découvre, au début de Inside Out 1, il y a un montage, et en fait, on découvre Riley de la naissance jusqu'à ses 11 ans. En fait, on passe 11 ans en montage assez rapide, en gros en 5 minutes. Et c'est pas pour rien pour moi que le réalisateur et le scénariste ont voulu. Je crois que Inside Out 1 a été réalisé peut-être par 2 personnes, je sais plus. Mais bon, qu'importe. J'ai retenu Pete Doctor, donc on va parler de Pete Doctor, mais c'est pas pour rien que Pete Doctor en fait a fait un saut, un flash forward de 11 ans pour présenter, enfin pour en fait, c'est pas pour rien pour moi qu'il a décidé de raconter cette histoire à ce moment-là,
On pourrait croire qu'en fait que c'est un film sur l'enfance, mais c'est un film sur le fait de grandir et donc le fait de grandir pour moi lorsqu'on est un enfant, c'est le fait de devenir adolescent et de se rapprocher de l'âge adulte. Mais en tout cas, par rapport à il y a un peu 3 stades, il y a l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et généralement les changements qui sont perturbants, c'est les changements de l'enfance à l'adolescence et c'est les changements de l'adolescence à l'âge adulte. Pour moi, c'est les 2 grosses phases vraiment, perturbantes pour un adolescent et ce que je trouvais enfin pour une jeune personne, enfin dans les 20 premières années d'une personne. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que justement, il avait décidé, pour moi, dans le premier film, de traiter du changement de l'enfance à l'adolescence, et je trouve que c'était très bien fait dans le film, en fait. Alors oui, ça parlait pas d'anxiété, ça parlait, enfin, directement, les émotions traitées n'étaient pas l'anxiété, n'étaient pas l'ennui, etc. Mais on va y revenir beaucoup plus tard par rapport à ça, n'était pas l'embarras, ce genre de choses. Explicitement, c'était pas ça, mais véritablement, au fond, dans le film, oui, en fait. Au fond, dans le film, pour moi, on suivait vraiment, en fait, une perturbation psychologique due à un changement hormonal, si je puis dire, ou d'ordre vital dans la vie de Riley, quoi. Donc en fait, pour moi, le film traitait déjà en fait des problèmes que pouvait rencontrer un adolescent, à savoir le fait d'être plus triste en grandissant. C'est ce que cite Inside Out 2 dans le film. Inside Out 2 dans le film dit clairement, enfin Joie dit clairement, oui, il faut que j'accepte que Riley soit de moins en moins heureuse dans sa vie parce qu'elle grandit. Mais en fait, c'est ce que le film disait déjà, enfin c'est ce que Inside Out 1 disait déjà en fait. Inside Out 1, en gros, comment dire, la morale du film à la fin, c'est qu'il fallait accepter sa tristesse, notamment parce qu'on savait qu'elle allait être plus présente dans le film. Et pour moi, c'est logique en fait. Enfin, c'est en fait tout ce qu'essaie de raconter le second film. Pour moi, le premier film le raconte déjà. Je vais y revenir aussi par rapport à ça parce que en gros, ce que raconte, la théorie que j'apporte là, elle est présente. Enfin, je veux dire, elle est démontrée par la similitude scénaristique qu'il y a entre les deux films. Dans Inside Out, il y a un peu, enfin, il y a dans le scénario, il y a toujours une alternance entre deux scénarios différents, si vous voulez. Le scénario du point de vue de Riley, enfin, dans la vie de Riley avec les événements humains, si je puis dire. Et il y a toujours le deuxième scénario, la deuxième histoire qui se déroule dans la tête de Riley, donc dans l'univers beaucoup plus fantastique, avec les émotions, etc., etc. Bref, mais même si les deux histoires, et c'est le concept même du film Inside Out, c'est que les deux histoires sont en lien parce que les émotions influencent sur Riley et le monde de Riley influence aussi sur les émotions. Enfin bref, ça va un petit peu dans les deux sens, mais le sens le plus primordial quand même, c'est les émotions qui agissent sur Riley. Mais bon bref, voilà, il y a un peu deux scénarios qui s'entremêlent. Et dans Inside Out 2, il y a un des deux scénarios, enfin je veux dire la partie je vais appeler ça la partie intra-Riley. La partie intra-Riley, c'est dans le cerveau de Riley, et la partie extra-Riley, c'est dans la vie de Riley, mais de manière externe, donc avec les humains, etc. Et bien dans Inside Out 2, dans Inside Out 2, la partie intra-Riley est complètement, mais quand je vous dis complètement, elle est complètement similaire à la partie intra-Riley de Inside Out 1. Donc déjà, il y a une énorme similitude dans facilement 50 voire 60% du scénario, et je vais y revenir aussi beaucoup plus tard. Donc déjà, pour moi, la moitié du film, elle est totalement similaire, donc déjà, ça me fait chier, parce que moi, en fait, c'est exactement comme dans Avatar 2, qui est un putain de requel, et moi, j'ai pas attendu, je sais pas combien d'années, enfin, j'ai pas attendu Avatar 2, mais dire, c'est que ça me fait chier d'attendre 12 ans pour revoir exactement le même film, quoi. Saupoudré de soi-disant différences un petit peu formelles, alors qu'en fait, fondamentalement, c'est la même chose. Donc, Inside Out 2, c'est exactement la même chose. 9 ans plus tard, hein, Inside Out 1, c'était en 2015. 9 ans plus tard, on nous refait à 50%, enfin, à plus de la moitié, vraiment le même film. Donc, déjà, avec les mêmes thèmes, les mêmes thématiques, exploités de la même manière. Donc, déjà, ça me désintéresse totalement par rapport à ça. Vous allez me dire, oui, mais du coup, les autres 50% qui ne sont pas dans la tête de Riley, est-ce que c'est intéressant? Ben, pas du tout. Pas du tout. Je vais y revenir aussi dans le film beaucoup plus tard. C'était la force du premier film aussi. Le premier film, c'était un film qui était vachement humain. Et je trouve même que dans Inside Out 1, ce qui fonctionnait énormément, du coup, c'était, enfin, le travail d'introspection par rapport à ça, enfin, par rapport au fait que nos émotions nous contrôlent et de savoir comment ça se passe dans notre cerveau, c'était très intéressant. Mais ce qui était d'autant plus intéressant, je trouve, c'était de voir les conséquences qu'avaient nos émotions sur nous-mêmes. Et donc, ce que je trouvais fort dans Inside Out 1, c'était l'aspect vraiment très humain, très réaliste, très sentimental de la vie humaine de Riley. En fait, on était encore plus immergé dans le quotidien de Riley, parce que le film nous dépeignait un quotidien, je veux dire, je me répète un peu, mais très quotidien. C'était très réaliste, en fait, de suivre cette petite fille qui se sentait seule à l'école, cette petite fille qui se sentait triste, qui avait du mal à déménager, etc.,
qui arrivait dans sa nouvelle maison et qui était tout simplement dégoûté, et cetera. En fait, il y avait des alors oui, les réactions des émotions et l'influence qu'ont les émotions sur la vie de Riley étaient hyper intéressantes, mais ce que je trouvais encore plus intéressant, c'était le résultat, en fait, c'était la conséquence. Et je trouve que ce film, contrairement à Inside Out 1, je trouve que le second film manque vachement de conséquences, notamment parce que l'aspect humain, l'aspect, extra Riley, est très peu développé et développé de manière très intéressante. Enfin, très inintéressante, pardon. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans le film. Mais pour revenir sur mon point principal sur le fait que la moitié du scénario se ressemble totalement, c'est que dans le premier Inside Out, ce qu'on suit de base, c'est Riley qui est heureuse au début du film. Hop, il y a un déménagement, mais en gros, enfin, sans parler de. Là, je ne parle pas pardon, excusez-moi. Je m'embrouille un peu les pinceaux, mais là, je ne parle pas du scénario extra Riley. Là, je parle du scénario intra Riley. Donc, dans la tête de Riley, en gros, ce qui se passe, c'est que Riley est heureuse, toutes les émotions fonctionnent bien ensemble. Au début, il y a un petit montage qui explique comment les émotions fonctionnent et comment elles influencent le personnage. Et ensuite, en gros, ce qui se passe, c'est la catastrophe. Riley et Joie sont envoyées hors du cortex cérébral, et donc en gros, elles sont envoyées dans le fin fond du cerveau de Riley. Et leur but, le but de Joie notamment, c'est de retrouver, enfin, de ramener des souvenirs positifs à Riley pour qu'elle soit plus heureuse. Parce que, en gros, comme Joie, c'était elle qui contrôlait principalement Riley lorsqu'elle était plus jeune, comme après le départ de Joie, bah, en fait, Riley commence à avoir, comme je vous dis, un espèce de mental breakdown, une espèce de mini-dépression dans le premier film, notamment parce que, en gros, toutes les émotions ne sont pas requises pour aider Riley. Vu que, comme je vous dis, il y a juste colère, dégoût et comment ça s'appelle, colère, dégoût et peur qui contrôlent Riley, mais en gros, c'est pas suffisant pour maintenir l'équilibre émotionnel de Riley. Donc, en gros, principalement, en gros, ce qui se passe dans le film, c'est que vous avez le cortex cérébral avec trois émotions qui malheureusement, là c'est contre leur gré, mais contre leur gré, elles font du mal à Riley. Dégoût, joie et colère font du mal à Riley contre leur gré, mais c'est comme ça que ça se passe. Elles sont dans le cortex cérébral. Et à côté, vous avez en gros toute une aventure qui suit joie et sadness, qui doivent rejoindre le cortex cérébral et apporter le MacGuffin du film, qui sont des petites boules de souvenirs positives pour rendre Riley heureuse. En gros, c'est ça l'histoire du premier film. Voilà. En gros encore une fois, dans la tête de Riley. Et ben dans le second film, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on suit au départ les quatre émotions et ça se passe bien avec elle et on voit Riley qui est heureuse. Bon, maintenant elle est plus toute petite, mais maintenant elle a 13 ans. Elle est heureuse, elle a des amis, etc., etc. Enfin, bon, bref, toutes les émotions fonctionnent bien. Il y a un montage qui explique encore une fois comment les émotions fonctionnent, alors qu'on sait très bien comment ça fonctionne, mais c'est pour faire une piqûre de rappel. Mais encore une fois, c'est vachement similaire par rapport à la mise en scène et par rapport aux scènes de toute manière. Enfin, la première scène, c'est quasiment similaire au premier vice-versa. Euh, Sauf qu'ensuite, du coup, il y a les nouvelles émotions qui débarquent. Et là, en gros, au lieu de suivre joie et sadness qui sont expulsés du cortex, enfin du QG, cette fois, c'est toutes les émotions de base, donc dégoût, colère, sadness, peur, joie, qui partent toutes, enfin qui sont toutes, bon là elles sont envoyées de force, mais c'est la même chose, en gros elles se retrouvent au fin fond du cerveau de Riley, et cette fois maintenant c'est anxiété et tout l'autre groupe de nouvelles émotions qui contrôlent le cerveau de Riley, mais qui lui font du mal, notamment parce qu'elle devient c'est plus ou moins pareil, plus ou moins la même chose en fait, elle devient un peu de moins heureuse et elle devient juste tout simplement plus maladroite, et comme ils disent dans le film, Riley change, Riley devient différente. En fait, le but d'anxiété, etc., bon, c'est complètement illogique, mais on va y revenir plus tard. Mais en gros, il change Riley en une personne différente. Ce qui était le cas du premier film, en fait. Riley, au début, était quelqu'un d'heureux, et ensuite, il était en train de changer en quelqu'un de plus négatif, si je puis dire. Riley changeait, voilà. Littéralement, c'est ce que représentait physiquement le personnage de Riley aussi, parce que toutes ses émotions, son fameux pull coloré, et ben, elle le recouvrait petit à petit d'autres couches et elle mettait un blouson qui était noir. Donc le noir, c'est vraiment la négation, et le noir, ce que ça représente vraiment visuellement, c'est l'absence d'émotion, c'est le vide. Et le vide, ben voilà, c'est ça, c'est l'absence d'émotion, je suis désolé, c'est une dépression. Enfin, moi, c'est comme ça que. En tout cas, faut regarder sur Internet un peu à quoi ça ressemble une dépression. C'est ça, c'est l'absence d'émotion, c'est le vide total d'émotion, c'est ouais, c'est ça, c'est être mort quasiment mentalement, quoi. Donc, en fait, le premier film explicitait déjà voilà, le fait de perdre des émotions. Ben, dans le second film, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, sans perdre les émotions, c'est plutôt le fait de changer, voilà, de changer de caractère, de changer de personnalité. Riley, à la fin du film, lorsqu'elle fait un mental breakdown, etc., elle est plus du tout pareille qu'au début du film. Pourtant, c'est sur une période de temps qui est presque similaire. C'est sur une très courte période de temps. En fait, elle devient un peu l'ombre d'elle-même. Elle devient littéralement.
entre guillemets, elle change de personnalité, quoi. En gros, voilà, elle devient plus elle-même. Ben, dans le second film, c'est exactement la même chose. Le but d'Anxiety, etc., c'est de faire changer Riley dans une autre forme de Riley. Donc, scénaristiquement, c'est exactement la même chose, quoi. Sauf que là, le groupe principal qui sont paumés au fin fond du machin et qui doivent faire une petite aventure et passer par des espèces de petits, je vais appeler ça des biomes, mais c'est des petits endroits particuliers, le monde imaginaire, le monde de, je sais même plus ce qu'il y a parce il y a peu de choses, honnêtement. Il y a le truc des secrets, machin. Enfin, moi, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est assez classique et ça n'invente pas grand chose. Mais bon, en gros, voilà, les personnages de base qui font une émotion, au lieu de ramener les boules positives là, de souvenirs, celles qui sont de joie, voilà, etc., maintenant ils ramènent une espèce de mini-arbuste qui est soi-disant, alors attendez, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, l'estime de soi, la confiance de soi. Donc voilà, maintenant on rapporte plus des souvenirs positifs, on rapporte la confiance en soi. Donc voilà, encore une fois, scénaristiquement, c'est vraiment ressemblant, et même si là, en parlant de cette histoire d'estime de soi, je trouve que ça a vraiment remplacé les souvenirs, en fait. De base, c'était les souvenirs qui créaient la personne qu'était Riley, et maintenant on part du principe que non, les souvenirs, ça ne sert. Enfin, en fait, c'est ridicule parce que l'estime de soi, je vais vous expliquer pourquoi c'est ridicule, parce que l'estime de soi, cet arbre de l'estime de soi, est créé en fonction des souvenirs qu'on met à l'intérieur. C'est-à-dire que les souvenirs nourrissent de l'eau, qui nourrissent cet arbre qui grandit, et qui définit la manière de penser ou la manière d'être de Riley. Sauf que en fait, expliquez-moi l'intérêt. En fait, c'est juste indirectement des souvenirs, cet arbuste. En fait, c'est juste indirectement des souvenirs parce que selon les souvenirs qu'on a à l'intérieur, l'arbuste change. C'est exactement la même chose que dans le premier film. En fait, dans le premier film, comme Riley n'avait pas joie, en tout cas, comme elle avait d'autres émotions qui se mélangeaient, ça changeait sa manière d'être. Et ben là, c'est exactement la même chose. En fait, il y a d'autres émotions qui changent du coup enfin, c'est pas qui changent les souvenirs, mais qui changent la perception qu'a Riley d'elle-même, et du coup, ça change son caractère. C'est exactement la même chose, en fait. Enfin, je veux dire, il y a pas de différence, en fait. C'est la même chose. C'est juste que, entre guillemets, on dit, voilà, vous avez un souvenir qui va se transformer, enfin, qui va, ouais, indirectement, qui va influencer sur autre chose, l'estime de soi, mais l'estime de soi dépend des souvenirs. Donc, en fait, soi-disant, on crée quelque chose, mais qui dépend d'un concept initial dans le film. Donc, pour moi, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Enfin, dans le second film, on se concentre beaucoup sur cette histoire d'estime de soi, etc., mais je trouve que c'est pas forcément très bien foutu, très bien animé, surtout qu'encore une fois, ça dépend des souvenirs, en fait. Donc, vous allez me dire, c'est logique. Vous allez me dire, c'est logique que l'estime de soi dépende de nos souvenirs, c'est vrai. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent d'inventer quelque chose de nouveau, qui finalement n'est pas nouveau. Donc, moi, déjà, j'ai trouvé ça inintéressant, et puis vraiment, on le traite vraiment de la même manière que les boules de souvenirs qu'il faut ramener. En fait, c'est un putain de MacGuffin, quoi. Donc, vraiment, je trouve que, voilà, encore une fois, au niveau des similitudes scénaristiques, c'est quand même assez flagrant. Pour parler encore une fois des similitudes scénaristiques, à la fin du premier film, on se rappelle tous que voilà, Riley finit par pleurer, par craquer devant ses parents, etc. C'était un moment qui était hyper émouvant dans le premier film, je trouve. Euh, alors que en fait, dans le second film, c'est encore une fois, il y a un craquage à la fin du film. C'est enfin, quelque part, c'est le climax du film, hein, dans le premier film. Mais là, c'est pareil, dans le climax du film, Riley a encore un craquage, sauf que cette fois, elle ne pleure pas, mais elle a une crise de panique. Sauf que j'ai trouvé ce moment totalement inopportun, sans émotion particulière et surtout beaucoup moins impactant que dans le premier film. Parce que, alors oui, quand on a une crise de panique, c'est dû au fait qu'on soit stressé, qu'on soit anxieux. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le film. Vous allez voir, encore une fois, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Pourtant, c'est un spoiler, hein, je vais spoiler dans la critique. Pourtant, c'est anxiété qui crée cette, comment ça s'appelle, cette espèce de stress qu'elle a. Mais bon, en gros, donc en fait, ce que j'ai trouvé juste un petit peu bizarre, c'est que oui, ok, de base, le fait d'avoir une crise de panique, comment dire, de manière symptomatique, ça se représente de manière physique. Enfin, je veux dire, voilà, on a du mal à respirer, etc. Mais en fait, j'ai trouvé ça juste presque con et presque ridicule de juste voir Riley, voilà, respirer fortement. Enfin, après, moi, j'ai jamais eu de crise de panique, donc peut-être que je me suis moins identifié à ça. Peut-être que les gens qui ont déjà eu des crises de panique, peut-être qu'ils vont plus s'identifier. Mais je trouve ça plus simple, peut-être, enfin, personnellement, je trouve ça plus simple de s'identifier à une petite fille qui pleure devant ses parents parce que mentalement, elle est vraiment perturbée que une jeune fille, voilà, qui s'assoit 2 secondes sur un banc 5 minutes à la fin du film, qui a un peu de mal à respirer, mais qui en soi ne pleure pas ou n'a pas vraiment de breakdown. Et au fond, même, elle vient de faire une course de hockey monumentale, donc on peut partir du principe qu'elle est juste essoufflée physiquement par le hockey et pas forcément par ses émotions qui lui passent par la tête. Donc voilà, j'ai trouvé ça juste beaucoup moins impactant, beaucoup. En fait, on dirait un pétard mouillé, quoi. En fait, limite, il aurait fallu que ça soit l'inverse. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais quand on pense à Inside Out 2, oh mon dieu, ça va parler de l'adolescence, comme climax,
un petit peu, négative, j'aimerais dire, ou par rapport au fait, voilà, par rapport à une réaction négative qu'aurait pu avoir Riley dans le climax, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus gros. De toute façon, moi, je m'en fous d'avoir un feu d'artifice dans le climax. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une découlée tout au long du film, et c'est ce que faisait très bien Inside Out 1. En fait, tout Inside Out 1 menait à cette dernière scène qui était un peu le cœur du film, mais en fait, tout le film découlait là-dessus, et c'était logique, en fait. Voilà. Alors que là, je trouve juste, voilà, qu'elle est juste vite fait un peu essoufflée, et je trouve que ça fonctionnait pas du tout. Bref, mais sans parler de ça, vous allez me dire oui, ok, d'accord, il y a des références par rapport au premier, ça se ressemble énormément sur la moitié du scénario, etc. Mais qu'en est-il des nouvelles des émotions et du traitement de la puberté? Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est catastrophique. Voilà, c'est complètement catastrophique. Parce que les nouvelles émotions ne servent en rien à dépeindre l'adolescence et la puberté du personnage, et que le scénario extra Riley non plus ne sert en rien à développer ça. C'est-à-dire que le concept même du film, c'est-à-dire que, enfin, c'est marrant parce qu'au début du film, il y a la fameuse alarme puberté qui sonne, et il y a Joie qui la balance dans la poubelle. Et vraiment, c'est ce qu'ont fait, je pense, les scénaristes avec ce concept, littéralement, dans le film et scénaristiquement, parce que le film ne traite en rien de la puberté. Si vous voulez voir un Pixar qui traite de la puberté avec une métaphore, allez voir Red Alarm, qui est vraiment pas mal pour le coup, et qui traite avec beaucoup plus de sérieux et en fait avec beaucoup plus de justesse surtout, et qui, sans parler de justesse ou quoi que ce soit, ou que ça soit mieux fait, c'est juste fait en fait, dans Red Alarm, dans Alerte Rouge. Alors que là, dans ce film, ce n'est vraiment... La puberté est effleurée, dans une seule scène. Vraiment, la puberté, pour moi, elle est effleurée. En fait, elle est pas là. Pour moi, elle est presque. Cette scène est négligeable en fait. D'ailleurs, elle est présente dans la bande-annonce. C'est la scène où Riley, du jour au lendemain, se réveille. D'ailleurs, c'est bizarre ce traitement, c'est-à-dire que vraiment, littéralement, du jour au lendemain, il y a la puberté qui arrive. C'est un peu bizarre que vraiment, d'une soirée à l'autre, en fait, il y a une soirée, elle est toute contente, machin, et le lendemain, quand elle se réveille, ça y est, elle est adolescente, quoi. Mais surtout qu'en fait, je trouve que c'est fait de manière vachement grotesque. euh, et c'est pas du tout subtil, et c'est pas du tout marrant. Je trouve que le film, d'ailleurs, enfin, il essaye d'être marrant, mais bon, après, je l'ai regardé en VF. Pour le coup, la VF, je l'ai trouvé bien. Je pense que j'aurais préféré en VO, parce que je pense que parce que quand j'ai regardé des extraits en VO sur Internet, je trouvais que c'était sympa. Quand la VF fonctionnait bien, ça pour le coup, je trouvais ça bien. Je sais que, enfin, moi, j'aurais bien voulu voilà, voir Maya Hawke interpréter Anxiété, mais je trouve que l'actrice, alors je sais pas comment elle s'appelle, mais l'actrice française qui a interprété Anxiété fonctionnait très bien aussi. Je trouve qu'elle a fait du très bon boulot. Enfin, tous les acteurs ont plutôt bien bossé, je trouve, au niveau des voix en VF, donc ça, c'était pas mal pour le coup. Mais bon, je voulais dire, c'est que cette scène, pour moi, je la trouve vraiment grotesque et pas du tout marrante. Comme je vous disais, le film essaye d'être marrant. J'étais dans une salle remplie de monde, mais quand je vous dis remplie, c'est qu'il y avait au moins 200 personnes, peut-être même plus. Enfin, tous les sièges étaient quasiment remplis. Et il y avait beaucoup d'enfants parce que je suis allé le voir le mercredi soir de sa sortie, Day One. Et en fait, quasiment personne n'a rigolé dans le public, quoi. Donc, je vous avouerai que ça, moi déjà, je suis pas quelqu'un qui rigole beaucoup, mais en plus, quand on voit que les autres ne rigolent pas, ça nous donne encore, c'est contagieux, ça nous donne encore moins envie de rigoler. Donc, je peux partir enfin, je pense que je peux plus ou moins dire que le film n'a pas marché sur les gens, en tout cas de manière humoristique, le film n'a pas forcément marché. Et même, j'ai pas forcément entendu des enfants dire oh ah machin, oui, enfin, en gros, ouais, émotionnellement, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément fonctionné quoi sur les gens. Donc dire que moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Je comprends que ça n'a pas fonctionné sur les autres gens non plus. D'ailleurs, quand je suis sorti de la salle, il y a une fille qui a dit, je l'ai entendu, elle a dit, oh, c'était nul, c'était nul. Bah, la meuf avait totalement raison, voilà, c'était nul, c'était nul. Bon, bref. Mais qu'est-ce que je voulais dire Donc oui, les nouvelles émotions, enfin, par rapport à la scène, par rapport à la puberté, cette scène de soi-disant de l'apparition de la puberté, là, quand Riley se révèle, etc., et elle trouve qu'elle sent mauvais, elle trouve qu'elle est horrible, machin, je sais pas quoi et tout, de toute façon, vous l'avez vu, c'est dans les bandes annonces. Cette scène, en fait, c'est la scène d'exposition des nouvelles scènes, enfin, des nouvelles émotions du film. Et je trouve que cette scène vraiment est assez représentative enfin, je veux dire, en fait, vraiment, c'est la seule scène voilà, qui représente la puberté dans le film, mais en fait, elle sert à rien. C'est-à-dire que elle évoque des choses. Elle évoque le fait que Riley dise qu'elle se sent pas bien et qu'elle est, voilà, elle dit je suis la pire, voilà, jamais je serai acceptée au stage, je sais pas quoi, je peux pas aller dans le stage dans ces conditions. Ah, je sens mauvais, etc., etc. Bon, bref. Et en fait, ça dure 2 secondes. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a sa mère qui arrive pour la rassurer. Et en fait, elle pète un plomb sur sa mère. Vraiment, elle crie, elle dit, oh, tu me saoules, t'es chiante, machin et tout. Mais vraiment de manière hyper vénère, quoi. Et surtout de manière. Vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi, littéralement. Et
en fait, la mère ne répond pas, la mère ne fait rien, il y a juste une blague là en fait, voilà, tout ce que je trouvais vraiment mauvais par rapport à cette scène, c'est déjà de 1, elle dure pas longtemps et de 2, elle est traitée avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire que l'humour désamorce vachement le sérieux de cette scène-là, en fait. Et toute l'émotion qu'elle pourrait apporter, parce que de base, c'est censé être. Là, ils ont essayé de montrer à quel point c'était marrant de se trouver un petit peu monstrueux soi-même, alors qu'en fait, en soi, ça n'a rien de drôle, et ça n'a pas été développé avec sérieux dans le film. Voilà, le fait de se sentir pas bien, le fait de se trouver monstrueux, le fait de voir son corps changer, etc. Je trouve que ça a été traité, donc voilà, une seule fois, vraiment pendant 2 minutes au début de cette scène-là, et en fait, ça n'a aucune influence sur le scénario. Voilà, ça le truc, c'est que la scène est là, 2 secondes, et sachant que c'est au début du film, hein, c'est avant la majeure partie du film, avant les 80% du film, donc c'est vraiment dans l'intro, c'est presque dans l'introduction du film en fait. Et la scène dure vraiment 2 secondes. Elle pète un plomb sur sa mère, mais sa mère ne dit rien. Ou encore une fois, c'est traité avec rigolade parce qu'on voit dans son cerveau qui dit ah voilà l'émotion de la mère qui dit oui ça va être sympa les 10 prochaines années, mais c'est tout en fait. C'est-à-dire que c'est traité vraiment avec rigolade et donc ça désamorce vachement le propos et les thématiques qui sont déjà très 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 peu développées. Donc pour moi, vraiment, ce film ne parle pas de puberté, quoi. Pareil, après, ses parents la ramènent au stage, etc. Enfin, l'amènent au stage avec son père et tout. Pareil, elle râle un peu contre son père, elle râle un peu contre sa mère, mais on n'en fait rien, quoi. On n'en fait rien de particulier, quoi. Vraiment, on n'en fait rien. D'ailleurs, pour parler aussi des références, parce que j'ai parlé des références scénaristiques, mais il y a des références visuelles horribles, et ça fait vraiment penser à Avatar 2. Fuck Avatar 2 d'ailleurs. Pas vous, hein, fuck Avatar 2. Ben, je vais limite fucker aussi Inside Out 2, peut-être potentiellement, parce que le film essaie vraiment de jouer avec nos émotions anciennes, nostalgiques, au lieu d'en créer des nouvelles. C'est-à-dire que les fois où. Il y a plusieurs fois où Riley pleure dans le film, et il y a une seule fois aussi où Joy pleure dans le film. Et je vous jure, si je mets, là je le retrouverai pas, mais peut-être que je le retrouverai, si je mets les images les unes à côté des autres, je vous jure que presque ils ont pris les mêmes frames, ils ont pris presque les mêmes shapes que dans le premier film. C'est-à-dire que vraiment, quand Riley va pleurer, elle va se mettre vraiment dans la même position que dans le premier film, où elle fait un breakdown dans la fin. Mais justement, c'est après, voilà, après que ses parents la ramènent au stage, 2 secondes après, elle pleure, et je vous jure qu'elle est dans la même position que dans le premier film. Visuellement, l'image, elle est pareille en fait, elle est similaire, elle est vraiment pareille. Voilà. Elle est vraiment placée de la même manière, à pleurer de la même manière, avec quasiment la même valeur d'échelle, sauf que là, au lieu d'avoir un fond un peu uni, on a un fond qui est totalement flouté. Bon, bref. Et c'est pareil aussi avec Joy. Joy qui pleure à la fin du film. Je vais éviter de l'appeler Joy, on va l'appeler Joie, parce que Joy c'est un peu bizarre. Voilà, Joie qui pleure à la fin du film, elle pleure avec ses boules pareil, et elle pleure de la même manière. Je vous jure que c'est la même valeur de plan, la même valeur d'échelle, c'est limite le même plan en fait. Et donc ça m'énerve parce que les moments où on essaie d'apporter de l'émotion dans le film, déjà que le film est très plat, je trouve, les moments où on essaye d'apporter de l'émotion, on fait exactement la même chose que dans le premier. Donc c'est une putain de redite, c'est une putain de requel quoi. Et moi je suis pas. En fait, moi si je veux voir une redite du premier film, vous savez ce que je fais? Ben, je lance Disney Plus et je regarde Inside Out 1. Je ne regarde pas Inside Out 2. Voilà. Là c'est de l'arnaque en fait. Attendre 9 ans pour payer et revoir le même film en moins bien et en moins inintéressant, bah c'est de l'arnaque. Je suis désolé, c'est pourri en fait. Ah, c'est pourri. Surtout qu'en fait, comme je vous dis, c'est quasiment de la publicité mensongère parce qu'on nous vend l'adolescence de Riley et je vais y revenir aussi par rapport à ça. Mais en fait, c'est tellement peu développé dans le film que pour moi, ce n'est pas un film sur l'adolescence. C'est ça le problème. Pour moi, le premier film était plus un film sur l'adolescence que celui-ci. Comme je vous dis, le premier film parlait du fait de la peur du changement. Le premier film parlait de la peur du changement et plutôt d'être déstabilisé par le changement et du fait qu'il fallait l'accepter. C'était ça de quoi parlait le premier film. Et donc forcément, quand tu penses à ah tiens un enfant qui a peur du changement, boum, adolescence, point barre, c'est tout, on a fini. En fait, le premier film pouvait traiter en fait pouvait métaphoriser les 10 années ou les 15 années qui suivraient l'évolution de Riley. En fait, donc encore une fois, la raison de ce film n'est pas forcément artistique, mais je pense qu'elle est euh, beaucoup plus financière en fait, tout simplement. Après, je comprends qu'ils avaient potentiellement envie de se dire bon ok, parce que c'est un super concept Inside Out et il y a moyen de l'appliquer à plein de personnages. À la limite, il aurait fallu faire Inside Out peut-être avec un autre personnage. Ou si tu fais avec Riley, ben au moins tu traites vraiment de l'adolescence quoi. Parce que encore une fois, là où j'ai beaucoup de problèmes aussi, c'est que le film en fait le scénario extra Riley n'aide vraiment pas du tout à développer l'adolescence du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, là où le premier film se passait sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, je sais plus,
En tout cas, c'était d'un point de vue beaucoup plus global. On voyait Riley avec sa famille, il y avait beaucoup de rapports humains avec sa propre famille, parce que forcément, lorsque tu changes et que tu finis par grandir, tu t'écartes un petit peu de ta famille, ce qui était plus ou moins le cas de Riley au début, enfin au début du premier film. Donc, il y avait beaucoup de rapports avec la famille et il y avait beaucoup de rapports aussi avec le fait d'avoir une autre vie, c'est-à-dire enfin, la vie de Riley, c'est-à-dire voilà, elle allait à l'école, etc., essayer de se faire des amis et tout. C'était le cas du premier film en soi. Alors que euh, dans le second, en fait, le film se passe sur 3 jours. Et au lieu de se passer dans la vie quotidienne de Riley, parce que quoi de mieux de traiter l'adolescence dans le quotidien, parce que l'adolescence, c'est typique du quotidien, c'est-à-dire que c'est dans des choses très bêtes et très connes qu'on perçoit de l'adolescence. Dans les changements de son corps, dans les changements habituels, dans le rapport avec nos parents qui évoluent, à l'école, etc. On a du mal avec le regard des autres, on a du mal par rapport à son corps qui change, on se pose des questions. Je veux dire, il y a le rapport avec ses amis qui change, parce que peut-être que ses amis, voilà, ils commencent à flirter, donc toi aussi, tu as peut-être envie de flirter un petit peu, mais tu sais pas trop comment faire, j'en sais rien, mais en fait, ça se trouve, t'es vachement enfermé sur toi-même, parce que, j'en sais rien, t'es un petit peu antisocial, parce que t'as des problèmes, enfin, parce qu'en fait, t'as été habitué à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux et pas forcément la vie, enfin, j'en sais rien, en fait, c'est dans le quotidien que ça se gère, ce genre de thématique. Alors que là, en fait, le film ne se passe, à l'inverse, pas du tout dans le quotidien, mais dans un stage totalement aléatoire et totalement exceptionnel. Euh, En fait, dans ce film, voilà, on ne traite, et c'est un stage de hockey, c'est-à-dire qu'on ne traite pas du tout de la vie de Riley, on traite seulement sa passion du hockey et son. En fait, c'est un film sur la profession de Riley. Ce n'est pas du tout un film sur les émotions de Riley, en fait. Et j'ai trouvé ça ridicule. En fait, à la limite, en plus, je trouve que le film est vachement court. Enfin, le film dure 1h38, ce qui était plus ou moins le cas du premier Inside Out. Mais je trouve que le premier Inside Out se regardait vraiment tranquillement et j'avais l'impression même presque qu'il durait 2 heures. Je trouvais que le rythme était vraiment très bon. Alors que là, le rythme est beaucoup trop rapide. J'avais l'impression de regarder un épisode, enfin, ouais, un épisode de série presque. Mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça vraiment trop rapide. Et déjà que ça développait pas grand chose, je trouve, au niveau des thématiques, ça les développait du coup encore moins au niveau des scènes aussi. Le fait que le film soit super rapide, ça a expédié beaucoup de choses très 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 rapidement. Donc j'ai trouvé ça voilà, beaucoup trop rapide, beaucoup trop inefficace, et encore une fois rapide aussi scénaristiquement, parce que du coup le film ne se passe que sur 3 jours, donc t'as pas beaucoup de temps de développer l'adolescence sur 3 jours, déjà que c'est très peu. Encore une fois, l'adolescence est développée avant le stage, pas pendant le stage. Et en fait, le stage de hockey n'aide en rien à développer le fait que Riley change physiquement change physiquement et mentalement parce qu'elle devient une adolescente. Enfin, je vois pas en quoi les scénaristes ont pu se dire oh tiens, on va traiter de l'adolescence de Riley dans un stage de hockey. Ben ouais, vite fait quoi. Enfin, c'est-à-dire que le problème c'est que dans le film, je vais revenir sur les nouvelles. Je suis très très long comme d'habitude. Vous commencez à, enfin, de toute façon, vous savez que je suis long. Enfin, sur cette chaîne, toutes les vidéos durent 1h30, machin. Donc bon, c'est comme ça. Mais en fait, toutes les scènes là où en fait on essaye un petit peu d'évoquer plus ou moins, je dis bien vraiment plus ou moins l'adolescence de Riley, c'est qu'elle essaye de s'intégrer à un groupe, notamment avec une fille. Celle qui a les cheveux rouges qu'on voit dans le trailer, là, machin. Donc en fait, le seul truc qu'à la limite qu'elle essaye de faire, c'est de s'intégrer aux autres. Euh, comment dire. Et ce que j'ai trouvé vraiment spécial, c'est que, en fait, déjà, on n'a pas l'impression qu'elle essaie de s'intégrer au groupe en particulier, on essaie surtout qu'elle a l'impression qu'elle essaie de s'intégrer par rapport à une fille, enfin, qu'elle essaie de se rapprocher de Val, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. En fait, le seul rapport qu'elle a avec le film, enfin, les seuls rapports ouais, sociaux qu'elle a dans le film, c'est ses deux anciennes amies et Val. Donc ça se réduit à 3 personnages, ce qui n'est vraiment pas énorme, je trouve. Mais surtout, quoi, elle essaie juste de se rapprocher de Val. On essaie de faire genre qu'elle essaye de se greffer à un groupe qui est populaire, mais là, il n'y a rien de populaire parce qu'en soi, c'est juste un groupe de sport. Donc en fait, elle le fait en soi, elle le fait pour la profession. Elle le fait pas pour se sentir mieux, elle le fait pas pour devenir plus elle-même ou pour. En fait, elle le fait pour un but précis. Habituellement, lorsqu'on fait ça, on le fait pas dans un but précis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Lorsque les adolescents, ils essayent de ressembler à quelqu'un d'autre, qu'ils essayent de se changer un petit peu eux-mêmes, qu'ils essayent de devenir plus populaires, ils le font pas pour avoir des meilleures notes en mode ah tiens eux c'est le groupe des intellos, ils ont des bonnes notes alors si je vais vers eux je vais avoir des bonnes notes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le font pas justement ils le font de manière irrationnelle, ils le font pas dans un but précis. Ils le font simplement parce qu'ils se sentent euh, comment dire appelés à le faire, qu'ils se sentent un peu jaloux et qu'ils le font simplement par mimétisme, voilà, par volonté d'intégration pure et dure en mode ah ben je me sentirais mieux et je serais mieux regardé par les autres si je m'intègre aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de se dire qu'en fait si on devient comme eux on devient mieux, voilà, en gros. Alors que dans le film, en soi, le problème, c'est que ça essaye de dire ça, mais comme en fait, il y a ce contexte professionnel sportif qui se greffe,
le truc, c'est que c'est logique parce qu'en fait, c'est la meilleure équipe. Donc forcément, si elle veut se faire repérer, c'est logique qu'elle veuille aller dans cette équipe-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, il y a pas de rapport avec l'adolescence, c'est juste un rapport de performance sportive et professionnelle. Il y a juste un rapport, voilà, voilà, en fait, ça n'a aucun rapport avec l'adolescence. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, ça n'a aucun rapport, quoi. Et surtout que j'ai trouvé ça inintéressant, en fait, de la voir juste vouloir traîner avec cette meuf valse, et cetera. Et sachant que, en fait, au début, je pensais qu'elle voulait s'intégrer avec le groupe, mais en fait, très vite, on nous dit qu'elle veut s'intégrer quasiment uniquement avec Valls, parce qu'en fait, cette meuf Valls a trois autres un peu copycat, là, qui sont pareils avec des mecs rouges, mais elles sont zéro développées dans le film, elles sont juste là dans le fond. Donc en fait, elle essaye juste de se rapprocher de Valls, et moi je me disais, bon, ok, quitte à se rapprocher de Valls, ben, il va y avoir une intrigue amoureuse. Alors, euh, pas parce que, enfin, déjà que dans le premier film, il n'y avait pas d'intrigue amoureuse dans le premier film. C'est ce qui manquait un peu dans le premier film, mais en soi, pour moi, c'est pas dramatique qu'il manque ça dans le premier. Ça veut pas dire qu'on a un film et qui parle d'enfants ou d'émotions, qu'on est tout de suite obligé d'avoir une intrigue amoureuse. Bon, on s'entend bien là-dessus. C'est juste que le premier film manquait d'intrigue amoureuse et je trouvais ça très bien parce que ça se concentrait du coup vraiment sur le personnage de Riley simplement. Mais en fait, entre le premier et le second film, ils ont fait un court métrage d'ailleurs qui s'appelait voilà Premier Date ou je sais pas quoi, qui était d'ailleurs très vite fait et qui se concentrait justement vite fait sur une intrigue amoureuse, mais de manière totalement, ouais, totalement un peu inutile, totalement vite fait. Tu vois, c'était un court métrage qui n'était pas forcément terrible. Donc je m'attendais forcément à ce que dans le second film, quoi de mieux de parler de l'adolescence que des intrigues amoureuses, parce qu'en fait c'est ridicule, mais comment c'est une manière vachement intelligente de parler de son propre corps en fait, enfin de parler, oui, en fait comment on fait pour évoquer son propre corps à travers un peu un autre outil, c'est à travers l'intrigue amoureuse. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, etc. Ben forcément, il y a en lien la notion de sexualité, de l'orientation sexuelle, si on aime ces personnes ou pas, si on aime les filles, les garçons, etc., ce genre de choses. Ça aurait pu être intéressant de se mettre dans le point de Riley qui se dit, bon, oh tiens, je commence à avoir des... Justement, au début, j'étais intéressé par les garçons, mais tiens, je commence à avoir des sensations nouvelles pour des filles, mais je savais pas que c'était possible. Justement, peut-être qu'elle se sentait peut-être qu'elle aurait dû se sentir perdue par rapport à ça, qu'elle voulait se rapprocher de, de valse de manière romantique, enfin qu'elle savait pas trop justement, qu'elle était peut-être ambiguë par rapport au fait de ah, est-ce que je le fais par amitié ou est-ce que je le fais peut-être un petit peu plus par amour, et donc ensuite forcément ensuite ça renvoie ensuite par rapport à notre propre corps, par rapport à notre propre sexualité, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport au changement de l'adolescence, en mode ah tiens voilà je commence, j'en sais rien, on va avoir des bouffées de chaleur, les règles aussi notamment ça aurait pu être évoqué, enfin en fait le film n'évoque, alors oui ok c'est un Pixar et tout machin, mais il y a des manières très intelligentes de le faire, et au fond Pixar ont traité de beaucoup de sujets, beaucoup, enfin de sujets très très adultes, mais ils ont réussi à les traiter avec énormément de finesse, notamment grâce à leurs métaphores. Et quoi de mieux de parler de tout ça dans Inside Out, notamment parce que la métaphore est parfaite, parce qu'on est dans la tête d'un personnage, donc en fait on peut faire passer beaucoup d'idées de manière vachement simpliste, et de manière beaucoup plus enfantine, j'aimerais dire, de manière beaucoup plus lisse, de manière beaucoup plus potable, si je puis dire. Et en fait, c'est zéro exploité, quoi. Il n'y a pas une romance, il n'y a pas un moment où Riley elle regarde son corps, il n'y a pas un moment où elle se pose des questions sur des changements physiques, il n'y a pas un moment donné où, encore une fois, cette histoire de se trouver monstrueuse ou de se trouver pas, enfin, pas vraiment à la hauteur ou différent des autres, c'est pas vraiment exploité non plus. Je vais y revenir aussi par rapport à ça. Parce que le plus gros problème du film, c'est les émotions, les nouvelles émotions. Alors, il y en a quatre, du coup. Il y a anxiété, envie, ennui et embarras. Ce que j'ai trouvé vraiment problématique avec les nouvelles émotions, ce n'est pas forcément leur design que je trouve. Je vais juste revenir déjà sur les. Enfin, je vais parler. Vous savez quoi? Je vais parler de chaque émotion et des problèmes qu'il y a par rapport à leur design et par rapport à leur traitement dans le film. Parlons de la plus grosse, enfin de l'émotion la plus présente dans le film et là où ça pose plus de problèmes, c'est anxiété. Anxiété dans le film, j'ai rien à dire par rapport du coup au doublage, que ce soit doublage français et doublage anglais que je trouve très bien. Et le design était parfait. Je trouve que le design était vraiment très 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 simple. Le design était vraiment très sympathique. Enfin, j'ai adoré en fait la caractérisation du personnage, les gros yeux, la grande bouche, les cheveux hérissés, etc. Toujours excité et tout machin, même les rayures et tout. Enfin, j'ai son petit pantalon, un petit peu patte d'éléphant. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment parfait. Puis il me semble qu'elle a un espèce de col roulé et tout, donc il y a un délire assez stressant par rapport au col roulé. Vous savez, quand on a un col roulé, c'est un peu ouais, c'est oppressant au niveau du coup, ça nous étrangle presque. Enfin, moi, j'ai adoré en tout cas le design du personnage d'anxiété qui était vraiment très très sympathique, je trouve. Même toutes ces animations faciales et tout, j'ai trouvé ça très 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 bien. Mais par contre, ce que je n'ai pas du tout compris avec Anxiété, c'est son traitement dans le film que je trouve totalement paradoxal. Alors, réfléchissez juste 2 secondes. Quand vous pensez à Anxiété, vous pensez à quoi? Allez, réfléchissez 2 secondes. Quand je vous dis Anxiété, vous pensez à quoi? Moi, je suis désolé de mon point de vue. Lorsqu'on dit Anxiété, je pense peur. D'ailleurs, c'est ce que dit littéralement peur dans le film, enfin l'émotion peur. Il dit ah, on va bien s'entendre avec Anxiété. Et c'est logique. Et c'est la seule logique d'ailleurs qu'il y a par rapport à Anxiété dans ce film-là.
qui n'est pas du tout respecté dans le reste du film, c'est que pour moi, lorsqu'on est anxieux, c'est qu'on a peur. Et lorsqu'on a peur, on est figé. Et littéralement comme émotionnellement. C'est-à-dire que lorsqu'on a peur, on ne fait rien, on ne bouge pas, on n'avance pas, littéralement, que ce soit littéralement ou psychologiquement parlant. Je donne un exemple. Je suis un adolescent, machin, voilà, je suis Riley. Oh mon Dieu, je vois Vals, mais je suis anxieuse d'aller lui parler. Donc si je suis anxieuse, en fait, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà. J'y vais pas. Voilà, quand je suis anxieux, j'y vais pas. Quand je suis anxieux, je suis stressé, je ne bouge pas. J'ai envie d'y aller, je suis très appelé par l'idée d'y aller, mais en fait, je suis tellement perturbé par le fait que ça ne se passe mal. Voilà, je m'imagine tellement des situations, etc., qu'en fait, ça me fait tellement peur d'imaginer cette situation parce que j'ai l'impression que ça va se passer toujours mal. Et ben, du coup, j'y vais pas. Je me contrains. C'est ça l'anxiété pour moi. Ça s'appelle littéralement l'anxiété de performance. Et l'anxiété de performance amène le manque de performance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quand vous êtes à un oral et que vous êtes anxieux, ben, en fait, vous parlez pas, vous avez du mal à parler, vous parlez pas beaucoup, vous avez pas envie de passer, vous avez limite envie de sécher, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie de skipper le truc, etc., parce que vous avez l'impression que ça va se passer tellement mal que vous voulez pas que ça se passe. C'est juste ça, en fait. L'anxiété, c'est se projeter négativement dans l'avenir et avoir tellement peur de cet avenir fantastique qu'on se dit, ou non, ça va forcément mal se passer, je vais tout faire pour que ça ne se passe. Pardon, je me suis craché dessus tout seul. Je vais tout faire pour que ça ne se passe pas. Alors que dans le film, c'est totalement l'inverse. Dans le film, anxiété pousse constamment Riley à faire des choses. En fait, c'est de la motivation dans le film. C'est-à-dire que dans le film, et je vous assure que c'est bizarre, dans le film, vraiment, pendant les trois quarts du film, Anxiété passe son temps à pousser positivement, pour moi, Riley à aller vers l'avant. C'est-à-dire qu'elle dit, oh, tiens, il y a des nouvelles amies, on va leur parler. Oh, tiens, elles font du hockey, on va y aller. Oh, tiens, on va se lever plus tôt pour être plus performante. Oh, tiens, on va faire ci, machin. Et tout le temps. Et moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais attendez, je comprends pas, c'est pas logique. L'anxiété n'est pas censée faire ça. L'anxiété, elle est censée la freiner. Elle est censée la freiner. Elle n'est pas censée la faire aller de l'avant. Ça, c'était le rôle de joie, pas le rôle d'anxiété. Ça a aucun sens. D'ailleurs, joie ressent un peu de la jalousie par rapport à anxiété. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que justement, joie, c'est ce qui pousse Riley à faire des choses. Parce qu'elle est heureuse, elle est dans l'instant présent. C'était le cas au début du film, enfin au début du premier film. Parce que Riley, par exemple, au bout d'un moment, elle avait un peu peur de glisser sur une rampe d'escalier. Et finalement, Joie a appuyé sur le bouton. Et du coup, elle a fait parce qu'elle était contente. Voilà. La joie, ça procure une émotion positive. Et lorsqu'on est heureux, on fait beaucoup de choses, en fait. Voilà. On s'entraîne nous-mêmes à faire beaucoup de choses. C'est ça le rôle de joie. Voilà. Et là, anxiété, ben, en fait, elle fait la même chose. Elle est motivante, anxiété. Anxiété, pour moi, c'est motivation dans le film. Et c'est totalement contradictoire avec l'anxiété. L'anxiété et la motivation, c'est justement deux émotions totalement contradictoires, complètement à l'opposé l'une à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça pas du tout logique. Et le concept du film, soi-disant, c'était que anxiété pousse Riley à faire des choses afin qu'elle devienne de plus en plus parfaite. Et je comprends cette logique de se dire, ah, mais non, par exemple, j'en sais rien, j'ai fait le ménage, mais je veux que ça soit encore plus parfait, donc je vais encore faire le ménage et je vais donner encore plus d'efforts, etc. Mais pour moi, c'est pas de l'anxiété. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est. En fait, je comprends qu'on puisse le prendre dans ce sens-là, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pris dans ce sens-là, parce que du coup, dans la plupart du film, Riley passe son temps à faire des trucs. Alors oui, pour devenir parfaite, etc., mais pour moi, voilà, c'est ça, quand on veut tellement devenir parfait, on fait pas, en fait. C'est pas, voilà, j'ai trouvé ça totalement illogique. Je m'attendais pas du tout à ce traitement qui, pour moi, est vraiment paradoxal et qui est vraiment très étrange, quoi. Moi, je sais pas si vous connaissez ou si vous êtes des gens anxieux qui finissent par faire, qui sont tellement anxieux qu'ils finissent par tout faire, mais pour moi, ça me paraît totalement illogique. Voilà. Donc j'ai trouvé ça totalement con dans le film. Donc c'était vraiment pourri parce qu'en fait le cœur du film se base là-dessus. Et en fait il n'y a rien de stressant, il n'y a rien de méchant. En fait Anxiété on dit que c'est la méchante dans le film. Pardon. Anxiété on dit que c'est la méchante, mais en fait elle fait rien de méchant, elle pousse Riley à aller de l'avant justement dans le film. Donc pour moi Anxiété rend de manière positive l'adolescence alors que pour moi le film était censé faire l'inverse. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc vraiment gros n'importe quoi par rapport à Anxiété quoi. C'était horrible. Vraiment horrible ce traitement, ça n'a aucun sens. Euh, la seconde émotion, c'est envie, qui est interprétée par, alors je me rappelle plus l'actrice, Ayo machin, je sais plus trop quoi, bon l'actrice dans De Beers là, ou celle qui jouait dans Bottoms, moi j'ai vu dans Bottoms parce que je connais pas De Beers, enfin je connais deux noms mais j'ai jamais vu, mais je l'ai pas vu du coup je sais pas qui c'était en VF, mais bon bref. J'ai trouvé que physiquement parlant, je trouvais que, enfin, esthétiquement parlant, déjà, elle était trop choupie, l'émotion, donc j'ai trouvé vraiment sympa, même ses émotions faciales et tout, je trouvais qu'elles fonctionnaient très bien. C'est l'émotion la plus petite qui fait vraiment bébé pour le coup. Et il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi, en fait, c'était. Enfin, en quoi le fait de représenter une petite enfant, limite tout bébé, toute mignonne, représentait l'envie.
Moi, j'ai deux théories par rapport à ça. La première, c'est que c'est une envie par rapport au spectateur. C'est-à-dire que quand on voit une petite fille, on est envieuse un peu de la petite fille en mode oh là, elle est trop, trop gentille, trop belle, trop machin, trop mimi. Il y a une sorte d'envie qui se crée un peu de ah, voilà, on a envie de la prendre dans ses bras, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est trop extérieur par rapport à ça. Donc pour moi, je pense pas que ça soit logique par rapport à ça. Mais là où je trouve ça logique, c'est que je pense que de manière générale, lorsqu'on est un enfant, ou un petit enfant, notamment les petites filles, enfin en fait tous les enfants, on envie souvent les autres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on passe notre temps en tant qu'enfant à recopier ce que font les autres, constamment. Voilà. C'est constant. C'est-à-dire que c'est du mimétisme, hein, mais on passe notre temps à faire ça. Quand vous êtes enfant, vous jouez à la poupée. Pourquoi? Quand vous jouez avec votre bébé, pourquoi c'est bizarre de voir des enfants de 3-4 ans pousser une poussette avec un autre bébé en plastique dedans, alors qu'en fait, eux-mêmes sont bébés. C'est parce qu'ils recopient leurs parents, en fait. Ils envient leurs parents, et en fait, c'est juste une notion ouais, je sais pas, ouais, c'est juste en fait, les enfants observent autour d'eux ce qui se passe et en fait, ils miment constamment ce que font les autres. Ils adorent faire ça. Ou même lorsque vous êtes enfant, généralement, on adore jouer des jeux de rôle, se déguiser, être quelqu'un d'autre en fait. Voilà, c'est bizarre, mais on se cherche en devenant un peu les autres, en touchant un peu à tout. Voilà, ah, tiens, j'essaie d'être pompier, j'essaie d'être une fille, j'essaie d'être une sirène, j'essaie d'être un chevalier, ou ah tiens, je joue le dragon, machin et tout, qu'importe. Mais en fait, on teste plein de choses pour un peu se trouver sa propre personnalité, mais en soi, on teste en faisant autre chose, en devenant autre. Donc pour moi, je trouve ça logique qu'une toute petite fille, voilà, que l'envie soit représentée par une toute petite fille qui veut toucher à tout, qui veut tout voir, qui veut tout explorer. Et je trouve ça super logique en fait. Parce que notamment lorsqu'on a on a un petit enfant, on n'est pas construit psychologiquement encore. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc comme on n'est pas totalement nous-mêmes encore, on s'inspire beaucoup des autres, on veut beaucoup ressembler à ce qui est déjà construit. Et c'est logique. Donc moi j'ai trouvé ça totalement logique par rapport du coup à la représentation physique et par rapport à la shape de l'émotion. Par contre, le fait qu'elle soit bleue, bon, je pense que c'est purement esthétique parce que bleu, c'est quand même associé à la couleur de tristesse. Donc là, je sais pas pourquoi, parce que finalement, il y a deux émotions qui sont quasiment bleues dans les nouvelles émotions. Il y a envie et ennui. D'ailleurs, envie et ennui, ça se ressemble beaucoup physiquement, enfin, au niveau des noms. Mais du coup, voilà, je pense que le bleu, pour le coup, c'est purement esthétique. D'ailleurs, le orange, c'est une couleur qui est quasiment négative dans le film, hein. Je trouve que le orange, je trouve que ça représente bien une espèce d'alerte, pour le coup, justement. C'est quasiment rouge un peu, enfin c'est plus ou moins une couleur un peu négative comme colère. L'orange, c'est un peu ça aussi. Je trouve que l'orange, c'est la couleur du danger de manière générale. Vous savez, c'est la couleur du feu, c'est la couleur souvent des alarmes aussi. Enfin bon, bref. Je trouve que du coup, pour le coup, l'orange, voilà, c'était parfait pour anxiété. D'ailleurs, le seul truc un peu de mise en scène qu'ils ont fait, mais c'était trop voyant, c'était que tout le stage, toutes les couleurs du stage étaient orange et blanche, comme les couleurs d'anxiété. Pour montrer que c'était le plan d'anxiété, etc. Bon, bref, pour montrer que cet espace était anxieux, mais justement, c'était peut-être trop, il y en avait partout, et franchement, ça se voyait énormément, donc que ce soit sur les t-shirts, sur les murs, sur les machins, il y en avait vraiment trop tout le temps, partout. C'était un peu abusé, quoi. Euh... Putain, c'est chiant, ça. Donc bon. Mais du coup, voilà, comme je vous disais, le bleu d'envie, je pense que ça n'a pas de rapport avec la tristesse. Je pense que c'est juste esthétiquement pour présenter une couleur assez jolie, quoi. En même temps, il n'y a pas 3 milliards de couleurs, enfin, il y a plein de nuances de couleurs, mais il n'y en a pas 3 milliards non plus, quoi. Donc bon. Ensuite, parlons de Embarras, que j'ai trouvé très embarrassant, sans mauvais jeu de mots. Alors, premièrement, sa shape, je la trouve grotesque. Voilà. J'ai pas du tout aimé sa shape, déjà, je la trouve pas très jolie. Ouais, en fait, oui, c'est un espèce de gros gars et tout, mais je trouve que c'était pas. Je trouve que ça fonctionnait pas. Même, j'aime pas sa voix, son traitement, le fait que à chaque fois, il se cache derrière son polo, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était trop explicite, en fait. Je trouvais ça trop explicite et surtout trop grotesque. Je sais pas, pour moi, c'était pas. Ouais, c'était trop, en fait. C'était juste trop. Trop encombrant, trop. Un peu trop ridicule aussi. Ouais, c'est trop grotesque. Pour moi, c'était trop gros sabot, quoi. Trop gros sabots. Et puis même, en fait, j'aime pas. En fait, c'est pas le fait que ce soit gros sabots, limite, c'est vraiment sa shape. Je la trouve moche. En fait, je trouve que ce personnage, esthétiquement, je le trouve moche. Alors, pas parce qu'il est en surpoids, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste que je trouve que son gros nez, comme ça, je le trouve très classique, en fait. C'est juste une grosse boule avec un gros nez au bout. Je trouvais ça assez classique, quoi. Alors qu'Anxiété, quand même, elle a une forme limite qui fait très monstre et compagnie, vous voyez, on dirait un petit monstre un peu, une espèce de petite puce, voilà, qui saute un peu partout. Enfin, il y a un délire quasiment monstrueux par rapport à la tête d'Anxiété qui est quand même assez déformée, etc., qui paraît toujours ouais, un peu crispé, machin. Enfin bon, ouais, je trouve que vraiment le design d'Anxiété, c'est super bien. Et le design d'Envie est très classique aussi, quelque part, mais au moins je ne l'ai pas trouvé grotesque ou embêtante. Et juste d'ailleurs par rapport à Envie, l'émotion est très peu développée dans le film aussi, parce qu'en fait, Envie devient le bras droit d'Anxiété. Et donc, comme Anxiété dans le film, c'est la motivation, mais Envie devient une forme de motivation aussi, quoi.
Alors vous allez me dire, c'est logique, c'est plus logique parce que envie, lorsqu'on est envieux de quelque chose, des fois on se motive pour avoir quelque chose. Donc jusqu'ici c'est plutôt logique, mais vraiment en fait envie sert juste à donner des conseils un peu à anxiété ou à dire ah oui anxiété t'as raison vas-y fais ça et c'est anxiété qui appuie sur le bouton quoi. Donc en fait très peu de fois on la voit appuyer sur le bouton et dire ah je prends le contrôle de l'envie ou j'en sais rien etc. En fait vraiment, envie devient juste le bras droit d'anxiété. Donc en fait, la motivation, enfin, ouais, ce qu'il ne voulait pas représenter, mais pour moi, la nouvelle émotion, motivation dans le film, c'est vraiment l'alliance de anxiété et envie dans le film qui sont une espèce d'iconique duo, quoi. Donc du coup, pour moi, l'envie est vraiment pas traitée dans le film, quoi. Vraiment, sauf une fois, voilà, on dit qu'elle veut avoir les mêmes cheveux rouges et elle finit par avoir les cheveux rouges, mais c'est tout, quoi. Et encore une fois, c'est dans le plan d'anxiété, etc. Donc c'est bon, moi, voilà, j'ai pas trouvé ça très bien foutu. Sachant que pour moi, j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'envie soit traité plutôt de manière. Enfin, je comprends l'envie, mais en fait, j'aurais voulu que ça soit jalousie plutôt que l'envie. Parce qu'en fait, lorsqu'on est adolescent, on n'a pas forcément. Justement, on n'a pas vraiment. Enfin, c'est assez contradictoire avec le fait. Avec l'anxiété, pour moi, qui est censée te bloquer, et l'ennui aussi qui t'empêche d'avancer. On va revenir sur l'ennui. Ben justement, t'as pas forcément envie des choses. Alors, je pense qu'en fait, ils auraient dû l'appeler jalousie, parce que lorsqu'on est adolescent, on est souvent très jaloux des uns des autres, de l'image des autres. Ils auraient dû traiter ça notamment aussi par rapport aux réseaux sociaux, je pense, ou par rapport à ses amis, ou par rapport à Val, justement. Pourtant, elle essaye d'avoir la mèche rouge et tout machin, mais on sent pas assez l'histoire de se dire oh là là, Riley, elle se dépersonnalise par rapport à elle-même, mais en fait, elle veut vraiment se transformer en Val, parce qu'en gros, être Val, c'est plus cool, et en gros, on est plus heureux si on est Val, quoi. Vous voyez ce que je veux dire En fait, si vraiment Riley avait envie de devenir vraiment un doppelganger émotionnel de Val, ça aurait été plus intéressant. Alors que là, en fait, encore une fois, elle essaie de s'intégrer dans un groupe de sport, donc c'est pas pareil, quoi. En fait, elle s'intègre, elle fait sa messe rouge et sous pour être mieux notée au sport, voilà, pour avoir une meilleure note, en fait, pour se faire remarquer, mais pas pour se faire remarquer. Mais encore une fois, il y a des raisons professionnelles, voilà, il y a pas de raison émotionnelle. Et c'est là que c'est glauque. C'est quand lorsqu'on veut devenir quelqu'un d'autre pour des raisons émotionnelles, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez bon nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça mauvais. Et puis en soi, elle le dit d'ailleurs, Riley dans le film, elle met sa mèche rouge et elle dit ah, en même temps on est dans la même équipe, donc pourquoi je mettrais pas le truc rouge? Ben oui, c'est logique. C'est comme si tu étais dans la même équipe mais que tu avais un maillot jaune alors que les autres ont un maillot bleu, ben tu mets un maillot bleu aussi. Ben là c'est la même chose. Et on va pas dire que c'est de la jalousie ou c'est une crise d'adolescence ou une crise d'identité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu mal fait, mais pour revenir sur Embarras, voilà, j'aime pas du tout sa shape que je trouve vraiment pas terrible. Sa couleur est logique par rapport au fait de devenir rouge ou un peu rose comme Ryder. Quand il appuie, Riley devient rose, mais encore une fois, Embarras, c'est peut-être celui qui est finalement le plus développé, mais ce que j'ai trouvé pas, donc j'ai trouvé ça logique par rapport aux réactions, c'est-à-dire qu'il appuie sur le bouton, Riley devient un peu rose vite fait, mais ça ça fait rien, c'est-à-dire elle devient rose 2 secondes, mais ensuite ça s'arrête et elle est plus gênée, donc j'ai pas trouvé ça très utile, je trouve, dans le scénario. Surtout que voilà, vraiment, ça dure 2 secondes et ça n'apporte pas grand-chose. Euh, et surtout, ce que j'ai trouvé illogique, c'est qu'à un moment donné, Embarras découvre que Sadness, que Tristesse est revenue dans le. Elle est revenue dans le quartier général. Et en gros, elle s'est infiltrée dans le quartier général. Et en fait, Embarras le découvre. Et donc, Embarras découvre que Sadness est là. Et c'est le seul à le savoir. Et en fait, ce mec, déjà de une, moi je suis à la place, je m'appelle Embarras, je suis Embarras, je découvre quelqu'un qui ne devrait pas être là. Mais qu'est-ce que je fais tout de suite? Je le dis aux autres. Parce qu'en fait, c'est embarrassant de garder un secret. C'est embarrassant de savoir cette information, alors que les autres ne le savent pas, alors que je suis censé être pote avec les autres. Et alors, qu'est-ce que fait Embarras? Bien évidemment, parce que la logique de ce film est complètement pourrie et éclatée au sol, ben Embarras, il n'est pas gêné. Voilà. Ce mec n'est pas gêné, et au contraire, il va même aider Sadness. C'est-à-dire qu'il va aider Sadness, et il va pas être gêné de l'aider dans le dos de ses amis. C'est pas du tout logique. Ce n'est pas du tout logique. Donc je vais pas en dire plus parce que ça me casse un peu les couilles, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est totalement illogique. Donc entre anxiété, qui est complètement illogique par rapport à son traitement, qui est certes accentué, mais complètement paradoxal, pareil Embarras, il a un traitement paradoxal, et Envie, elle a un traitement complémentaire par rapport à l'anxiété, alors que du coup, on ne développe pas son émotion. Donc c'est problématique. Et ensuite, pour moi, la meilleure émotion qui sauve un peu le lot, malgré le fait qu'elle soit pas beaucoup développée, mais c'est logique par rapport à son personnage et par rapport à l'émotion qu'elle retranscrit, c'est Ennui, je trouve, qui fonctionnait pour le coup, mais alors très très bien. Euh, que ce soit la shape que j'ai trouvé incroyable, cette espèce de violet, donc de bleu un peu morose, littéralement, enfin ouais, une espèce de bleu, un peu un bleu malade quelque part, vous voyez, parce que
Bref, voilà, j'ai fait un bleu beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, beaucoup plus ouais, beaucoup plus violet, donc c'est vraiment un mélange entre une tristesse qui est beaucoup plus alarmante parce qu'elle vire un peu au rouge quelque part. Donc bref, j'ai adoré la couleur du personnage et j'ai vraiment adoré sa shape. On aurait dit vraiment que c'était un personnage qui sortait d'un tableau de Picasso. En fait, tellement elle est biscornue dans tous les sens, elle se on dirait presque qu'elle a pas d'os et elle est toujours hyper en fait, elle est en train de fondre. Voilà, c'est ça un peu la technique, le caractère du personnage. En fait, elle est vraiment, hyper, comment dire? Hyper dépendante de la gravité, un peu comme un adolescent constamment, de manière, hyper stéréotypée, mais qui est constamment affalé dans son canapé parce qu'il est très ennuyé, parce qu'il sait pas quoi faire de sa vie, parce qu'il perd du temps. Voilà, d'ailleurs, c'est cette idée-là. Ennui, elle passe son temps à être sur un canapé, à regarder son téléphone, donc en fait, elle perd vachement de temps. Et puis, elle est toujours, voilà, toujours assise, toujours affalée, à rien faire, quoi. Donc, j'ai vraiment adoré cette vision du personnage qui est hyper stéréotypée de l'adolescente, mais qui fonctionne vraiment bien, quoi. Et même, je trouve ça logique qu'on l'appelle ennui, parce que lorsqu'on est adolescent et qu'on s'ennuie, ben voilà, en fait, généralement, lorsqu'on s'ennuie, on est comme ça, en fait. Lorsqu'on s'ennuie, ben, on est affalé, on fait rien, on regarde notre téléphone, on sait pas quoi faire, mais je trouve que, ouais, il y a cette espèce d'ennui physique un peu, mais qui est en fait qui représente vachement, encore une fois, qui représente vachement émotionnellement l'ennui psychologique de se dire: je suis perdu, je sais pas quoi faire, je fais rien de ma vie» ou, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Donc je trouvais que ça fonctionnait exceptionnellement bien sa shape, même vraiment quand elle se déplace, elle fond, elle tombe, c'est vraiment hyper intéressant, quoi, vraiment je trouve visuellement comme traitement. Donc c'est vraiment celle qui a je trouve visuellement qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, elle a aussi des chaussettes beaucoup trop longues et tout, qui donnent encore une fois l'impression vous savez, d'avoir un petit peu du oversize, un peu lorsqu'on est chez nous dans des vêtements très chill, on va dire, mais beaucoup trop chill d'ailleurs. Voilà, on est habillé un peu en mode dimanche et tout, donc je trouve que ça fonctionnait vraiment bien. Et même, j'adore aussi le fait qu'elle penche toujours sa tête et que ses cheveux tombent. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle penche sa tête et que ses cheveux tombent, ses cheveux forment en fait en vertical un téléphone, parce que c'est un des personnages, c'est un peu bizarre d'ailleurs qu'elle a un outil comme ça, mais elle a toujours un téléphone dans le film. Et donc en fait, j'ai adoré que ses cheveux représentent presque, en gros, elle a presque une tête de téléphone, quoi, comme si vraiment sa tête était intégrée avec son écran. Donc j'ai vraiment adoré ça, quoi. Enfin, c'est un peu comme les gens qui sont toujours là avec leur écran devant la tête, ben, c'est presque représenté littéralement que sa tête et son écran sont la même chose, quoi, qu'elle a la tête dans l'écran, quoi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant visuellement comme shape, quoi. Vraiment, elle était parfaite au niveau de la shape, j'ai vraiment adoré. Et pour le coup, alors je sais plus, encore une fois, je sais pas si, alors je sais que c'est Adèle Exarchopoulos, je sais plus comment elle s'appelle, mais Exarchopoulos, je sais plus, mais qui prête sa voix en VO, mais je sais pas si c'est elle en VF. En tout cas, c'est une voix aussi très morose, très douce, très désintéressée, etc. Et je trouve que ça fonctionnait vachement bien aussi. Et c'est clairement le personnage qui apporte les phases les plus intéressantes, que ce soit, je trouve, dans la tête de Riley, même à l'extérieur de Riley, dès qu'elle agit sur Riley. Pour le coup, là, je trouve ça a une vraie influence dans l'histoire. C'est-à-dire que euh, lorsque Ennui arrive, elle crée notamment beaucoup de sarcasme, beaucoup de désintérêt, beaucoup de distance par rapport à ce qui se passe dans le film. Et là, pour le coup, on sent le changement mental de Riley. Parce que l'embarras, elle est juste embarrassée 2 secondes, et anxiété, elle est motivée. Et là, pour le coup, c'est la seule émotion qui représente vraiment visuellement le fait d'être adolescent, quoi. Alors, Riley, voilà, elle met les mains dans ses poches, elle marche un peu avec le dos courbé et tout. C'est vraiment la seule émotion qui retranscrivait vraiment ce que j'aurais voulu voir pendant tout le film, en fait. Et encore une fois, ce qui est dommage, c'est que c'est représenté avec beaucoup d'humour, comme lorsqu'elle est sarcastique et qu'elle finit par un peu plus ou moins s'écarter de ses anciennes amies. C'est traité encore une fois avec beaucoup d'humour et de détachement, donc voilà. Mais c'est clairement le personnage le plus intéressant du film. Et ce qui est assez dommage, mais logique encore une fois, c'est que le personnage d'ennui est très peu développé dans le film, mais je trouve ça logique. En fait, elle a très peu de temps d'écran, mais je trouve ça normal. Parce qu'il y a à un moment donné, les personnages, enfin, je crois que c'est anxiété et ennui, et envie, lui demandent alors, ennui, t'es avec nous et tout, et elle lui dit non. Ben, c'est logique, parce que c'est le but du personnage de pas être là, en fait, d'être toujours absent et d'en avoir un peu rien à foutre de tout, et d'être décalé, désintéressé, mis à l'écart aussi, quelque part. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, quoi, comme délire. Donc, vraiment, je trouvais que vraiment ce personnage était très bien. Voilà, donc je pense que qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le film? Alors visuellement, le film, enfin, au niveau de la technique, je trouve que le film est quasiment pas très, enfin, il est pas très beau, je trouve, le film. Enfin, il y a pas un moment donné alors il y a quelques plans qui sont jolis et je sais pas trop, je pourrais pas vraiment vous décrire pourquoi. Je pense que c'est selon la lumière. Il y avait des plans que je trouvais pour le coup très beaux, mais il y en a d'autres, mais c'était rare, hein. Mais de manière générale, je trouvais que
le film visuellement n'était pas très joli. C'est-à-dire que ouais, c'était un Disney, Pixar, mais il y a pas un moment donné où je trouve qu'on a utilisé la 3D, c'est con parce que c'est des films quand même en 3 dimensions, c'est des enfin, c'est de l'animation 3D, donc en fait, tu as énormément de liberté par rapport à l'animation 3D. Alors ça veut pas dire que tu fais de l'animation 3D ou que tu fais un film en CGI, que tu es obligé d'avoir une certaine liberté au niveau de ta mise en scène. Et justement, d'ailleurs, pour un Inside Out, qui essaye d'ancrer les personnages dans le réel, notamment dans l'aspect humain, extra Riley, etc. C'est logique peut-être d'avoir une caméra épaule. Je crois qu'il y a quelques fois des caméras épaules dans le film, mais c'est très rare, je suis même pas sûr. Voilà, un peu comme James Cameron qui filmait avec beaucoup de réalisme dans le premier Avatar, chose qu'il n'a pas du tout faite dans le second Avatar, et ça a complètement foiré, à mon avis, parce qu'on a perdu en immersion, tout simplement. Donc je trouve ça logique, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de liberté au niveau de la mise en scène, qu'on est obligé d'en faire, quoi. Enfin, par rapport à notre médium, qu'on est obligé d'en faire. Mais pour le coup, je trouve qu'en fait, on fait rien d'intéressant avec la mise en scène de Inside Out. En fait, il y a juste dans la vie réelle, il y a juste des champs contre champs. Alors oui, il y a un peu de faible profondeur de champ pour isoler le personnage, mais du coup, on voit pas grand chose, on voit pas forcément beaucoup de décors. Déjà que le décor, il peut t'exploiter, et moi, je m'en fous du décor du hockey, ça m'intéresse pas. Il y a un moment donné, elle va vite faire une fête, mais en fait, je trouve que voilà, le rythme est vraiment bizarre. Il y a vraiment des scènes au début du film. J'avais presque l'impression de regarder des TikTok, je vous jure. Le rythme du film est hyper effréné, en particulier au début. Les scènes s'enchaînent à une vitesse, mais incroyable. Et à un moment donné, je sais plus, il y a Riley qui est dans sa chambre, il y a ses parents, enfin, en fait, je sais plus, il y a un cut. Je sais plus, en fait, il y a le début du film dans un match de hockey, ensuite il y a un cut, je crois. Il y a Riley qui est il y a Riley qui est dans sa chambre. Ses parents arrivent, ils toquent, ils rentrent super vite, ils lui font des câlins. Ensuite, ils disent oh, ça va ma chérie, tout machin. Elle dit qu'elle est trop contente. Ensuite, elle dit qu'elle a un peu peur de faire des erreurs. Ensuite, le mec fait le wistiti. Ensuite, hop, elle va se coucher, elle se met super vite dans son lit, elle éteint la lumière, elle dort. Et ensuite, le lendemain, elle est ancrée dans la puberté. Enfin, ça va très très vite, quoi. Même visuellement, dans le plan, j'ai l'impression presque que les plans étaient accélérés, que les animations étaient très rapides. C'est-à-dire que il y a vraiment des moments dans le film, enfin, notamment de cette scène-là, tout s'enchaîne très vite. En fait, on ne prend pas le temps de poser les choses. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment aussi mauvais dans le film, c'est que les idées sont très peu développées, et lorsqu'elles sont développées, elles sont développées à une vitesse ahurissante. En fait, on prend pas le temps de poser les choses, je sais pas, de voir Riley discuter avec ses parents, de tout, de rien, et, de voir Riley s'endormir dans la voiture, je sais pas, j'en sais rien en fait, des choses toutes connes de la vie qui font que, bon après les films généralement ne font pas ça, ne se concentrent pas sur des détails comme ça, mais c'est ce qui rendait je trouve le premier film vachement humain, de se concentrer sur des petits détails très cons comme ça, mais qui rendait le film très humain en fait. Et c'est ce qui faisait pour moi qu'on se comment dire, qu'on se projetait beaucoup dans le personnage de Riley, et là du coup je trouve que ça va beaucoup trop vite, donc en fait on n'a pas le temps quoi. On n'a pas le temps, et puis même si on l'avait, c'est tellement mal développé, donc bon, donc c'est vraiment dommage par rapport au rythme. Encore une fois, visuellement, il y avait des moments, j'avais l'impression de regarder un truc un peu, vous savez, Buzz l'éclair, quoi. En fait, j'ai presque eu l'impression d'avoir regardé cette suite sur Disney+, quoi. Comme s'ils sortaient Inside Out 2 des années plus tard. Vous savez, un peu à l'époque où Disney, ils sortaient des suites à leurs films, mais c'était pas du tout les mêmes studios qui développaient. Ben, c'est presque ça pour moi, ce film. Ce film, c'est presque ça. C'est presque une suite complètement vite faite et bâclée. Limite, on dirait un. Limite, ça aurait pu presque, parce que tous les épisodes de série maintenant durent une heure et demie, ça aurait pu être une série un peu vite faite sur Disney+, Inside Out, et ça aurait pu être le premier épisode, quoi. Presque. C'est pour vous dire un peu la qualité, pour moi, un peu médiocre, quasiment médiocre, et un peu, ouais, un peu wish du film, quoi. Que, encore une fois, c'est un décalcage qui est mauvais. Voilà, c'est un mauvais requel, ce truc. Voilà. C'est vraiment un mauvais requel. Quelque part, ça a tous les mêmes éléments que le premier film, mais ça en fait rien, ça ne dit rien, ça ne développe rien. Et lorsque ça essaye de faire des nouveautés, bah, c'est inintéressant. Les seules nouveautés qu'il y a dans ce film, c'est le courant de la pensée qui ne sert à rien dans ce film. Euh, la faille du sarcasme qui ne sert pas à grand chose non plus. En fait, tous les nouveaux biomes, et il y a le fameux arbre des âmes avec cette histoire de merde, d'estime de soi, qui encore une fois, pour moi, est juste une redite des souvenirs. Et ce que j'ai trouvé complètement, mais alors complètement illogique, c'est la fin du film qui est complètement bordélique, encore une fois, enfin, le seul truc bien par rapport à la mise en scène, encore une fois, pour moi, c'est juste là, à ce moment-là dans le film. Lorsque Riley a une crise d'attaque, enfin une crise de panique, non, il y a deux points qui sont intéressants au niveau de la mise en scène. Le premier point, c'est que, merde, c'est que dans le film, au début, lorsque le bouton puberté s'allume, il y a un travelling compensé qui est effectué par le réalisateur, qui pour le coup fonctionne bien et qui distorde vraiment l'image et qui rend, voilà, qui fait rendre compte de manière très précise. Et
le travelling compensé arrive au moment donné où l'alarme s'allume. C'est-à-dire qu'on a un plan sur l'alarme, les personnages qui approchent, et d'un coup, boum, l'alarme s'allume, et là, il y a un début. Je crois qu'il y a un débulage de l'image, plus un travelling compensé, donc ça crée vraiment une distorsion de l'image qui est super intéressante, et qui crée vraiment l'effet de surprise visuellement, parce que sonoriquement, elle est liée, et visuellement aussi avec les lumières, mais ça, c'est intradigétique, alors qu'extradigétiquement, c'est vraiment représenté par ces deux formes-là qui sont super intéressantes pour le coup, donc je trouve que ça fonctionnait bien. Et à la fin du film, c'est pareil. Lorsque Riley a une crise d'attaque, une crise d'angoisse sur le banc, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il fait un plan en extrême contre-plongée sur son visage, qui d'ailleurs c'est exactement le même plan que Kristen Dunst dans Civil War, c'est exactement la même chose. Si vous avez vu les deux films, vous verrez de quoi je veux parler. À la fin du film, d'ailleurs, ça se passe dans les deux films, ça se passe à la fin du film, d'ailleurs. Ah, c'est une extrême contre-plongée. D'ailleurs, ça fait penser aussi au plan de Split, de M. Night Shyamalan, lorsque, pareil, il y a une énorme contre-plongée sur Anna Taylor-Joy qui est magnifique, avec ses cheveux qui tombent noirs et qui dessine une perspective tout simplement magnifique. Mais bon, bref, ce film est ouf de toute manière. Mais bon, quand je dis ce film est ouf, c'est de Split dont je parle, hein. C'est pas du tout de Inside Out 2. Hein. Bref, et du coup, voilà, il y a une extrême contre-plongée et qui est très resserrée sur le visage de Riley. Et là, pour le coup, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on percevait vraiment physiquement les impuretés du visage de Riley. On voyait un petit peu ses petits points, ses petits acnés, ses narines qui gonflent, etc. Et je trouve que visuellement, c'était beaucoup plus intéressant que de voir Riley un peu dans le. Enfin, au niveau des animations aussi, je trouve que les animations sont beaucoup trop Disney, beaucoup trop princesse Disney, voilà, un petit peu trop caractériel et pas assez. Ouais, trop caractériel, trop prononcé formellement parlant. Encore une fois, ça devient quasiment grotesque par moment. Et c'est un peu. C'est pas dans la finesse en fait. Voilà, je trouve que c'est pas assez dans la finesse. Ce que faisait plus Inside Out 1, Inside Out 1, c'était un film qui était quand même plus dans la finesse au niveau des émotions des personnages. Vous savez, dans les Disney, souvent, lorsque les personnages parlent, ils font oh, voilà, c'est des. On sent en fait les. Alors je crois que ça s'appelle des keyframes. On sent vraiment les points vraiment particuliers de l'animation. C'est-à-dire qu'avant de faire. Enfin, ça c'est le principe de l'animation, mais avant de faire une animation, c'est-à-dire je sais pas, par exemple, imaginons que moi je veux exploser de rire, ben souvent, généralement, on va avoir des keyframes particulières, genre A, E, A, A, I, A, A. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, le reste, on les interpelle avec des frames. Mais en fait, voilà, il y a des points clés, si vous voulez, quoi. Il y a des images précises, des images fortes qui ressortent. Et je trouve que ces images ressortaient un peu trop dans ce film-là. Un petit peu dans Red Alarm, mais dans Red Alarm, c'était beaucoup mieux utilisé, alors que là, je trouve que les images un petit peu puissantes ressortaient trop, et donc en fait, quelque part, c'était un petit peu trop pas assez dans la finesse, quoi. Alors que voilà, encore une fois, dans le premier film, je trouve qu'on développait avec beaucoup plus d'intelligence l'animation qui était beaucoup plus lente et donc beaucoup plus réaliste, et donc on avait le temps de voir les émotions des personnages se dessiner sur leur visage, ou s'animer plutôt, alors que là, c'est peut-être un petit peu trop cartoonesque. Encore une fois, le problème, c'est pas tant l'animation, mais c'est plutôt comment elle est utilisée par rapport aux scènes, parce qu'au fond, l'animation étant dépend des scènes et des réactions des personnages. Donc, alors, au moins, ce que j'ai bien aimé avec cette dernière scène, c'est comment on voit Riley dans une, comment dire, enfin, comment dire, la morphologie de son visage et l'animation de son visage était totalement différente de ce qu'elle avait fait depuis le début du film. Là, au moins, voilà, on la voyait vraiment respirer, vraiment se poser, et puis, au fond, le plan était très proche de son visage, donc ça permettait vraiment de voir les détails de la 3D qu'on voit pas vraiment quand c'est de loin, quand c'est avec une lumière de jour et tout. C'est très clean, c'est très propre, mais ça fait pas vraiment grand chose. Alors que voilà, là, ce que je trouvais vraiment juste intéressant à ce moment-là, ça, c'est la mise en scène à partir de ce moment-là. Et pareil au niveau de la lumière aussi, à un moment donné, ce que je trouvais intéressant, c'était la nuit, lorsque Riley veut piquer un bouquin, elle s'enferme dans le bureau, etc. Et en fait, il y a une lumière diffuse, très bleuâtre. Et là aussi, pour le coup, je trouve que ça a apporté une ambiance et une couleur, une colorimétrie beaucoup plus différente et très sympathique aussi, qui changeait juste de la lumière extrême qui fait très Disney, très joyeux, machin, du début du film, qui est pas forcément très intéressante visuellement. Voilà. Donc bon, et donc tout ça pour dire que le film est totalement illogique. Ce que je trouvais con aussi, c'est qu'au début du film, et ça n'a pas de rapport avec le parcours de joie. Au début du film, et ça n'a aucun sens, je vous ai parlé d'une poubelle, mais en fait, vraiment, il y a une espèce de poubelle qui s'est ajoutée, enfin, c'est Joie qui a créé ça, je crois. Et en fait, elle envoie des souvenirs mauvais dans cette poubelle et ensuite dans le cerveau. Et c'est complètement illogique parce que dans le début à la fin du premier film, la morale du film et la morale que Joie a apprise, c'est qu'il faut accepter toutes les émotions, et tous les souvenirs maintenant sont mélangés avec de la joie, du dégoût, de l'humour, enfin de la peur, de la colère, etc.
C'est le but de la fin du film, c'est d'accepter toutes ces émotions pour être pleinement soi-même, etc. Et donc c'était ça l'évolution de Joie. Au début, Joie, elle était très centrée sur elle-même et elle voulait être la seule et unique émotion, alors qu'à la fin, elle accepte beaucoup plus tristesse, notamment parce que, alors qu'en fait, au début, elles sont ennemies, toutes les deux, et à la fin, elles deviennent quasiment sœurs, presque, je puis dire. Parce qu'en fait, c'est des sentiments qui sont très contradictoires, mais qui, au fond, sont autant liés l'un avec l'autre, quoi. Comme on dit souvent, d'ailleurs, il y a très peu de. Bon, ça n'a pas de rapport, mais il y a une fine ligne entre l'amour et la haine, si je puis dire. Donc bon, bref. Mais en tout cas, voilà, c'était l'idée que, entre guillemets, Joie doit accepter, enfin, a fini par accepter toutes les émotions qu'elle rencontre. Et c'est plus ou moins ce qu'elle dit dans le second film, mais en fait, elle déroge à la règle, parce qu'en fait, il y a des souvenirs qu'elle balance. Il y a des souvenirs qu'ils jettent à la poubelle. Soi-disant parce qu'ils sont pas assez bons pour Riley. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, ils effacent des choses volontairement, ils font presque des blackouts, on pourrait dire. Ils effacent des choses de la tête de Riley. Euh, Soi-disant parce que les souvenirs ne sont pas assez bons, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très con, parce qu'encore une fois, à la fin du premier film, Joie accepte tout le monde, toutes les émotions. Donc pourquoi, en fait, une fois qu'elle accepterait toutes les émotions et tous les souvenirs, pourquoi elle les jetterait à la poubelle? Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens parce qu'en fait, c'est juste qu'on veut refaire un. Donc ça n'a pas de rapport, enfin, ça n'a aucun sens par rapport au développement du premier personnage. Donc en fait, elle refait. Encore une fois, même elle a le même parcours parce qu'en fait, c'est juste pour lui rajouter un nouveau parcours dramatique dans le film. Parce que voilà, au début, elle jette des choses à la poubelle et à la fin, elle dit ah ben non, il faut plus jeter des choses à la poubelle, quoi. Ben, bravo, madame. Bon, bref. Tout ça pour dire quoi, là, je pense que j'en ai fini là. D'ailleurs, ça a un peu aucun sens. D'ailleurs, ouais, non, dernière chose, parce que j'ai fait oublier, mais dernière chose qui a aucun sens. Le film Inside Out 2 essaye de nous faire croire que les émotions ne doivent pas contrôler Riley. C'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on sous-entend que Riley ne doit pas avoir, enfin, que Riley se contrôle elle-même, en fait. C'est-à-dire que à la fin du film, Joie ramène l'estime de soi à Riley, mais ensuite elle lui renlève, parce que de base c'était Anxiété qui avait fait une nouvelle estime de soi qui était très toxique. On a enlevé cette nouvelle estime de soi. Joie remet la bonne estime de soi, mais ensuite elle enlève cette estime de soi, et il y a une autre estime de soi qui se crée, l'estime de soi de Riley, soi-disant. Et en fait, il y a vraiment un moment dans le film où toutes les émotions du film, c'est-à-dire les 8 émotions, regardent de manière vraiment spectatorielle l'écran, ne touchent pas au contrôleur, et regardent Riley prendre une décision toute seule. C'est-à-dire que vraiment, une décision importante en plus. Je crois qu'elle s'excuse par rapport à ses amis, ou je crois qu'elle pleure, ou un truc comme ça. C'est en fait, elle pleure ou un délire comme ça. Et en fait personne ne touche le bouton. C'est-à-dire que, en fait, Riley devient triste toute seule. Et personne ne touche au bouton. Et ensuite, il y a une espèce de lumière qui sort de Joie et qui va vers le contrôleur. Et ensuite, en gros, on explique que maintenant, c'est Riley qui appelle ses émotions et pas l'inverse. Et qu'en gros, voilà, Riley, elle est censée se contrôler toute seule. Et expliquez-moi la logique. En fait, c'est complètement con parce que là, au-delà d'être c'est même pas comme Anxiété qui n'était pas logique par rapport à son personnage. Là, c'est le film qui n'est pas logique par rapport à son propre concept. Parce que c'est le concept du film, en fait, voir les émotions nous contrôler. Moi, je suis désolé, je ne contrôle pas mes émotions me contrôlent. C'est comme ça que ça fonctionne. Les émotions, on ne les contrôle pas. Quand vous ressentez de la colère, vous ne dites pas oh tiens, je vais être énervé aujourd'hui. Non, non, ça arrive tout seul. Quand vous êtes triste, ça arrive tout seul aussi. Vous êtes contrôlé par vos émotions. Vous êtes dépendant de vos émotions. Alors oui, vos émotions dépendent de votre environnement, de certaines situations, c'est vrai, mais la vérité, c'est que vous ne contrôlez pas vos émotions. C'est tout. Voilà. Quand vous vous levez dans un bad mood, vous n'êtes pas dit ah, je vais me lever dans un bad mood. Voilà. Et tout le but de Inside Out, c'est de savoir, oh tiens, le mec, c'est de dire, bah, tiens, je sais pas, moi, des fois, le matin, je me réveille avec un bad mood, avec un bad mood, pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce qui fait que je me réveille avec un bad mood? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que je me réveille avec ce sentiment de morosité, de fainéantisme, ou de qu'importe? Bah, c'est exactement la même chose, voilà. C'est ça le concept du film, en fait. Donc en fait, là, à la fin du film, il renverse totalement le concept du film, et maintenant c'est Riley qui contrôle ses émotions, qui appelle ses émotions à lui faire ressentir des choses. Donc faut arrêter de se foutre de notre gueule quand même. Genre ça a aucun sens. Aucun putain de sens. Donc ça me saoule. Voilà, ça me saoule parce que c'est le concept même du film et ils l'ont foutu à la poubelle. Donc vous voyez que c'est complètement catastrophique. J'ai été un petit peu lent, désolé, et puis j'ai un peu parlé vite et j'ai un peu défoncé le truc, mais c'est parce que c'est chiant en même temps. Donc voilà, très très peu de points positifs. Aussi, énorme point négatif, la famille est complètement ghostée dans le film. Les parents ne servent à rien, à rien, à rien. Voilà. Et peut-être autre seul point positif aussi, c'est l'évolution physique du personnage de Riley que j'ai trouvé intéressante pour le coup. Voilà, j'ai bien aimé
Dans le premier film, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'elle avait des dents complètement, décalées et tout, c'était réaliste. Là, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'ils lui ont mis des bagues, ça aussi c'est super réaliste, et c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui en ont. Donc j'ai trouvé ça très bien pour l'identification. Et pareil aussi, elle a des boutons d'acné qui sont visibles. J'ai trouvé ça très bien aussi. Par contre, ce que j'ai trouvé con, c'est qu'ils ont fait ça que sur Riley. C'est-à-dire que tous les autres personnages du film, c'est des canons, quoi. Où ils sont tous un peu perfects, quoi. Donc, en fait, ce rapport réaliste, en fait, ils l'ont totalement enlevé pour les autres personnages. Donc, ça paraît un petit peu bizarre quand même qu'ils l'ont mis juste pour Riley, mais j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, que représenter qu'elle n'est pas physiquement parfaite, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas développé, quoi. Qu'elle perce un bouton, ou qu'elle est perturbée parce qu'elle a une nouvelle poussée, ou qu'elle est perturbée par des poils qui lui poussent, ou j'en sais rien, moi, je sais pas, mais faites quelque chose, quoi. Faites putain de quelque chose. Donc bon, je suppose qu'ils vont traiter des choses qu'ils devaient traiter dans ce film-là dans un troisième film. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver avec quoi 12 émotions après, faut arrêter, quoi. Donc bon, bref. Euh, En soi, j'espère qu'ils vont s'arrêter là avec cette franchise. Voilà. Voilà. Donc en vrai, c'est pas terrible comme film, vraiment pas tip top. Alors j'ai pas passé un horrible moment devant, faut pas déconner. Mais j'ai en soi, c'était nul quoi. En fait, en soi, c'était mauvais. C'est juste que c'était mauvais. Déjà au niveau du feeling, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça mauvais, beaucoup trop rapide et beaucoup trop enfantin aussi d'ailleurs. Alors que le premier film, il est enfantin, mais je le trouve bien, je le trouve bon, je le trouve voilà, je le trouve sincère, je le trouve honnête, je le trouve très bien fait. Donc en fait, l'aspect enfantin me dérange même pas. Et en soi, je trouve qu'en fait, ce film-là, le second film est moins mature que le premier, quoi. Il faut le faire quand même, quoi. Je suis désolé. Bref, voilà. En fait, si vous êtes un enfant ou un parent et que vous voulez emmener votre enfant voir Inside Out et tout, deux, bah oui, je vous conseillerais d'aller le voir. Mais bonne chance pour lui expliquer des concepts complètement foireux de ce film. Mais voilà, si vous êtes un peu un ado comme moi, que vous avez aimé le premier film et tout, ben vous allez trouver ça nul, donc je vous conseille pas d'aller voir ce film. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette longue vidéo, j'allais dire petite mais longue vidéo. Portez-vous bien et puis écoutez, on se retrouve peut-être une prochaine fois pour une nouvelle critique. Encore une fois, moi je sors des critiques quand j'ai envie, hein, voilà, j'ai pas de rythme particulier, donc là j'avais envie de parler de ce film, donc j'ai parlé de ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.